je le dis avec courtoisie, mais avec courtoisie. Bien sûr. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les. Voilà, c'était un peu l'envie de vomir sur ses ordures. Enfin, pardon. Vous êtes sur Radio Courtoisie. Et oui, vous êtes sur Radio Courtoisie, bienvenue dans ce Restons Courtois que nous avons préenregistré. Nous sommes le 14 juillet, ou plutôt vous êtes en train de nous écouter, c'est le 14 juillet au soir, mais nous avons enregistré ça un peu plus tôt. Nous avons décidé de consacrer tout ce Restons Courtois à la liberté d'expression. Elle est en danger de mille manières, certaines insidieuses, certaines au contraire extrêmement manifestes. Chat control, l'interdiction des réseaux aux mineurs, aux moins de 16 ans, aux moins de 15 ans, et 1000 lois avec Aurore Berger à sa tête. Quand la loi n'est pas votée, c'est que de toute façon, elle est dans les tuyaux. On est véritablement environné de gens qui veulent que l'extrême centre se maintienne au pouvoir, qui veulent éliminer une partie des partis du débat politique, qui veulent faire en sorte que les Français ne puissent pas faire entendre leur voix. Et c'est français, c'est européen, mais c'est vraiment français en ce sens que la France, depuis plusieurs années, a pris la tête de cette croisade contre la liberté d'expression de la manière la plus concertée possible, la plus technique possible, la plus organisée, en faisant en sorte que les grandes plateformes soient soumises à volonté française, en faisant en sorte que ceux qui dirigent ces plateformes en France soient des alliés du pouvoir, soient des proches du pouvoir. On a véritablement, avec Emmanuel Macron, le président qui a décidé que free speech is bullshit, pour le citer dans le texte et en imitant son accent, la liberté d'expression, c'est de la merde. Et voilà, il a mis en place effectivement cette espèce de carcan et il veut le pousser le plus loin possible. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir JBG. Bonjour JBG. Vous animez un compte Twitter qui est vraiment remarquable, justement consacré à cette liberté d'expression. Tout à l'heure, nous recevrons Édouard Chano de l'OGIM, l'Observatoire du journalisme et des médias. Nous recevrons aussi John de Lorraine, un véritable lanceur d'alerte. Et nous finirons par Guylain Gridel, qui a lancé cette initiative remarquable, prix-pour-un-député.fr ou .com, je ne me souviens plus. Et pourquoi est-ce que je le raccroche à la liberté d'expression ? Parce que justement, il y avait un débat confisqué et cette manière de lancer ce site a été une manière de faire revenir une partie des citoyens dans le débat, à cause d'ailleurs de l'étonnement que ça a suscité chez les députés qu'on puisse prier pour eux. C'était très étonnant. Ça ne ressemblait pas à un amendement, mais c'était justement une prise de parole citoyenne. Et c'est ça qui est intéressant. JBG, vous êtes rentré dans le combat pour la liberté d'expression il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Alors, ça dépend. Par intermittence, on va dire. Je suis un intermittent de la défense de la liberté d'expression. J'ai eu j'ai fait mes premières armes en 2009, au moment de la loi Hadopi, quand j'étais responsable de l'innovation chez TF1. Je m'étais opposé et effectivement, on m'avait refusé ma liberté d'expression puisque j'avais écrit un mail à ma députée et qui m'avait valu d'être dénoncé par le ministère de la Culture de l'époque, Christine Albanel, et de son bras droit, Christophe Tardieu, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui en tant que secrétaire général de France Télévisions. Vous aviez été dénoncé auprès de votre direction. Voilà, qui m'avait dit que je ne pouvais pas écrire et même penser ce que j'avais écrit en privé. Voilà, donc effectivement, moi je suis un passionné des médias, je suis un passionné de la tech, et je me suis toujours buté contre un mur de la complaisance, voire peut-être même de la corruption des idées, et qui fait que ce combat, je le mène par intermittence parce que j'ai des sociétés dans le conseil, j'investis un petit peu dans la tech, et donc dernièrement, c'était il y a 6 mois, effectivement, j'ai commencé à reprendre mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre le plus grand nombre que ce qui était en train de se jouer, effectivement, donc on est le 14 juillet, on a peine à penser qu'on célèbre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment l'article 11 de la liberté d'expression. Effectivement, cette liberté d'expression, comme vous l'avez dit, est en danger réellement. On est face à une offensive qui est menée sur plusieurs fronts. Là aussi, on va en parler, qui est insidieuse, qui est hypocrite, qui n'est pas débattue dans les médias. Et voilà, et donc quand on essaye de faire un pas de côté, d'avoir la photographie générale de ce qui est en train de se passer, effectivement, on est dans une période charnière, très importante, et qui nécessite que
en tant que citoyen, on se mobilise pour participer au débat déjà, qu'on nous refuse, et essayer de porter une voix qui est, j'imagine, républicaine, qui est pour la liberté. Voilà. Comment vous expliquez, merci Richard, ce refus d'obstacle vis-à-vis du débat? Comment vous expliquez que les dirigeants, les politiques s'y opposent dans une société où, a priori, on est tous Charlie, mais tous Charlie quand ça nous arrange? Ouais, tout à fait. Alors, pour le coup, j'en ai côtoyé certains, je connais, j'essaye d'analyser leur façon de penser. J'essaie toujours de garder ma liberté, même si j'ai été à partir du lycée sur les mêmes bancs qu'eux. Je pense que j'arrive à faire en sorte d'essayer de comprendre de manière un peu neutre comment ils pensent. Alors, moi, je suis un enfant d'Internet, c'est-à-dire qu'à 17-18 ans, quand je connectais mon modem, un monde s'est ouvert devant moi, un monde des possibles avec une utopie d'ailleurs, qui est le partage des connaissances, la liberté d'expression, etc. etc. On a vu effectivement cette révolution se démocratiser et amplifier des mouvements tels que par exemple le printemps arabe, des discussions, des débats qui n'avaient pas lieu dans les médias mainstream comme sur le Brexit, comme la première élection de Donald Trump, donc là on est en 2016, donc il y a 10 ans. Et pour comprendre justement le logiciel politique, il faut savoir qu'ils sont persuadés d'avoir raison. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mépris de classe, d'élitisme qui fait que si on ne vote pas pour eux, si on n'adhère pas à leurs idées, c'est qu'on aurait mal compris les choses ou qu'on aurait été désinformé. Ils expliquent le Brexit comme ça. Il suffit de reprendre des papiers de presse même dans les grands médias. Donald Trump, l'élection de Donald Trump, c'était pareil. On peut citer aussi le Covid, aussi, quand il y a eu ce refus de la vaccination obligatoire. Donc, pour eux, ce n'est pas que les gens aient du bon sens, que tout à chacun ait du bon sens, c'est que forcément, ils sont désinformés. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit de manière assez très claire, il regrette parfois de ne pas avoir été assez bien compris. Donc en fait, c'est vraiment nous Le problème vient de nous et non pas de l'émetteur. Exactement. Donc ils n'ont pas l'habitude. Ils ont pas. En fait, c'est les politiques sont des intermédiaires. C'est pour ça qu'on élit des représentants. Ils sont en train de lutter contre la désintermédiation qui est rendue possible par justement les réseaux sociaux et les YouTube, etc., etc. Le fait que les gens se parlent entre eux est un problème pour eux, dans leur logiciel qu'il faut combattre. Ouais. Le fait que les gens se parlent entre eux et aussi que brusquement apparaît une nouvelle classe de journalistes citoyens qui n'ont pas leur carte de presse, qui n'ont pas été invités au petit déjeuner du ministère ou de l'Élysée, qui ne sont pas dans les dîners en ville avec le futur candidat et qui brusquement se mettent à étudier un rapport sénatorial et à donner une analyse. Ce qu'il y a de remarquable dans le compte X que vous animez, c'est que chaque fois sort un texte de loi ou un projet de texte de loi, un rapport, vous le décryptez, vous en faites un article et il n'y a aucun filtre, aucun cabinet ministériel ne vous a aidé à comprendre, aucun groupe de pression et de défense d'intérêts privés n'a pris votre main pour vous expliquer ce que vous deviez dire et on sent que c'est aussi non seulement cette conversation entre les citoyens mais aussi le fait que certaines personnes se fassent véritablement les intermédiaires entre cette loi opaque, entre ce monde technique, entre ce discours de technocrate auquel on ne comprend rien, qui est volontairement ambigu, confus, alambiqué, et au contraire l'explication très claire que vous en donnez. Moi, j'adore le métier de journaliste. Je trouve que c'est un métier formidable. Je pense qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Une démocratie a besoin de médias indépendants, de médias libres, a besoin de journalistes. Effectivement, eux aussi, c'est une profession qui est très prise en tenaille par
par leur employeur, par le politique. Et il y a plein de sujets, il y a plein d'enquêtes qui ne sont pas faites, soit parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'intérêt du public, soit parce que ça va gêner, moi je l'ai vu dans des médias, ça va gêner un annonceur. Donc on ne va pas faire, par exemple, une enquête sur la Française des Jeux quand on sait qu'elle dépense à peu près 20 millions d'euros par an de publicité. Donc effectivement, c'est un outil, les réseaux sociaux, Internet est un outil qui permet de retrouver une forme de liberté. L'anonymat d'ailleurs est très important parce que on peut très bien écrire le matin dans un journal et avoir un compte un peu plus anonyme. On va pouvoir donner des offs. Voilà, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte aussi qui utilisent ça comme ça. Et donc du coup, moi je l'exerce effectivement. Alors il y a c'est très compliqué, c'est fait exprès que ça soit compliqué en fait. Voilà, c'est un langage technocratique. C'est un peu comme quand vous remplissez votre feuille d'impôt ou quand vous lisez un projet de loi. Faut quand même un petit peu s'accrocher, avoir l'esprit clair. Et donc il y a un entraînement. Et effectivement, quand j'analyse un projet de loi ou un texte, je le soumets en fait au jugement de tout à chacun. Chacun est libre de contredire, de me pointer du doigt certaines contradictions ou autres, donc de participer dans quelque sorte au débat. J'ai la chance sur mon compte, j'ai très peu de haters, comme on dit. J'ai pas mal de personnes qui enrichissent ou qui valident. Donc oui, je considère que ce travail-là, il est d'une certaine manière validé. Et en tout cas, les réseaux sociaux, c'est un temps long. C'est-à-dire que sur les médias, le temps est compté. Et effectivement, le temps d'antenne, le temps d'attention, etc. Sur un post sur X ou sur Facebook, on peut 2 semaines, 1 mois, 3 mois plus tard faire voir qu'il y a encore une audience, qu'il est lu, etc. Donc c'est petit à petit, c'est une construction intellectuelle qui s'enrichit chaque jour de posts et de réseaux de gens qui se mettent en relation et qui viennent en discuter. Oui. Alors, vous avez décidé donc de passer la vitesse supérieure, si j'ose dire, au moment notamment de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public qu'a mené le député UDR Charles Aloncle, et on se rend compte que l'Arcom avait une manière de gérer le temps de parole qui était un peu surprenante, avec une liste de personnalités dont seul l'Arcom possédait les arcanes, où on décide que Daniel Cohn-Bendit n'est pas de gauche, et donc que son temps de parole ne sera jamais décompté pour la gauche, mais qu'en revanche, Nicolas Conquer est de droite, et donc que son temps de parole, alors qu'il n'appartient à aucun parti, sera décompté du temps de parole de la droite. Et vous avez lancé tousfichés.com, enfin quand je dis vous êtes quelques-uns, et donc qui est un site là aussi de ce nouveau journalisme citoyen qui consiste à dire... il y a une partie de l'information qui est disponible à condition de savoir pénétrer dans un site internet, d'aller chercher le 14e onglet du 12e tiroir dissimulé au fin fond de tel centre de ressources compliqué. Et sortons l'information, mettons-la en forme. Et là aussi... je ne révèle aucun secret, je ne diffuse aucune source interdite, mais en revanche... tout ce qui est prétendument dit, et c'est un peu le travail aussi que font certains chercheurs avec les données de l'INSEE, qui sont théoriquement disponibles, mais en fait planquées, faisons en sorte de révéler avec tousfichés.com qui est véritablement fiché par l'Arcom, qui est véritablement décompté. Alors, effectivement, donc, les administrations ont certaines obligations de publier des données, donc ce qu'on dit open data. Donc déjà, ça a été un progrès par rapport à ces dernières années, mais elles y vont à reculons. Et comme vous dites, effectivement, c'est caché dans des sites, c'est des fichiers qui sont très peu exploitables, donc tout le monde peut aller sur le site de l'Arcom, essayer de trouver. On va télécharger des fichiers CSV. Donc d'ailleurs, ils sont disponibles 3 mois après. Donc, comment ça se passe ? C'est chaque média est obligé d'envoyer des relevés de temps de parole des personnalités qui invitent sur leur plateau. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera malheureusement. Donc, pour faire bon élève, elles vont quasiment noter tout le monde. À la seconde près, on est le seul pays au monde à faire ça. Donc il y a 2 notions, il y a le pluralisme externe, c'est est-ce que tous
toutes les sensibilités politiques peuvent s'exprimer dans les médias. Et effectivement, dans la loi de 86 de Léotard, il y a des médias de droite, il y a des médias de gauche, et on regarde l'ensemble. Est-ce qu'il y a assez de, est-ce que voilà, toute la palette est représentée. Et l'administration, et notamment qui a étendu ses pouvoirs grâce à la jurisprudence du Conseil d'État, a introduit cette notion de pluralisme interne. Donc à chaque média, de faire en sorte d'accorder un temps de parole selon certaines règles, qui ne sont pas publiées. Hein. Donc ce que font les médias, en fait, c'est qu'ils font des fichiers Excel qu'ils envoient à l'Arcom. L'Arcom, les petites mains de l'Arcom, c'est 50 millions d'euros par an d'argent public, les regardent, j'imagine. Je ne suis pas allé encore dans les locaux de l'Arcom pour voir comment ça se passe, mais les regardent et met 3 mois pour consolider ces fichiers. Moi, j'ai dirigé des entreprises, 3 mois, ça me paraît très long. Donc déjà, il y a un temps, c'est assez... D'un point de vue démocratique, ça pose problème parce que du coup, là, on a eu les chiffres du mois d'avril. On est déjà au mois de juillet. Donc bon, en tant que... Enfin voilà, si on veut surveiller le pluralisme, on pourrait se dire que il devrait y avoir un délai maximum d'1 mois. Je vous interromps parce qu'avec cette méthode, pendant la campagne présidentielle, Bien sûr. En avril, mai, juin 2027, Voilà. l'Arcom nous expliquera 3 mois plus tard si oui ou non le pluralisme a été respecté. Sûr. Voilà. Bien sûr. Alors qu'elle pourrait très bien le faire semaine après semaine. Bien sûr. Alors, déjà, les chaînes de télé, les chaînes de radio, sont pas tous dotées de la même manière. Donc, ils vont noter les noms. Il y a des fautes d'orthographe. Parfois, on attribue une personnalité à un mauvais parti, divers gauche, PS, etc. L'Arcom est censé corriger ça, j'imagine aussi à la main, et met ces fichiers consolidés sur son site web. Ce qu'on regarde, nous, parce qu'on a repris, on a 15 mois de data, de données. Donc, il y a plein de fautes dans ces fichiers. Donc, on a dû faire des scripts, des logiciels pour corriger. Qu'est-ce que vous présentez comme des fautes ? Des fautes dans les noms, déjà. Les appartenances au parti, les appartenances, aux idées, les appartenances au parti. Il y a des gens qui ne sont pas comptés. Il y a des... Enfin, voilà, il y a des... chaque fichier a 5, 6, peut-être même voire 10% de fautes, déjà. Donc, quand on les retraite, on corrige tout ça. Nous, ce qu'on a fait aussi, on s'est servi du répertoire national des élus. On a fait une correspondance entre les noms qui sont dans ces fichiers Arcom et la base des élus. Et on a créé des liens. On a compilé tout ça, on a ingéré tout ça, et on a sorti des chiffres qui sont présents effectivement sur la plateforme tousfichiers.com. En retravaillant, en essayant d'exposer la méthodologie, la façon dont l'Arcom considère que le pluralisme doit exister. Et alors, vous l'aviez dit, personnalité politique, de ce qu'on constate. Effectivement, il y a plein de personnalités politiques, médiatiques, on va dire, qui ne sont pas considérées comme personnalités politiques. Daniel Cohn-Bendit, Arnaud Montebourg, Zuckman, il y en a Jacques Attali, par exemple. Donc que des gens, évidemment, qui sont nationalistes. Donc ça veut dire que c'est des personnes, quand elles s'expriment devant un micro, leur temps de parole n'est pas compté. Donc il est illimité. Et à côté... Alors que ce sont des personnes qui sont tout de même des porte-paroles, des porte-étendards. Oui, mais on peut même d'un encore discours aujourd'hui. politique. Oui, par exemple, Laurent Geoffrin, qui est le fondateur, ou je ne sais pas, dans les statuts où est-ce qu'il est avec l'association des jeunes avec François Hollande, quand il s'exprime sur LCI, son temps de parole n'est pas compté à gauche. Voilà. Alors que, par exemple, un Philippe de Villiers sur CNews qui n'a pas de projet politique a priori pour la France va être compté en personnalité divers droite. Donc déjà, le fait de compter, pas compter certaines personnalités biaise le temps de parole. Voilà. Et il n'y a pas de distinction entre service public et chaîne privée. Alors, dans la loi, si, le service public a une obligation, d'ailleurs ça m'a quand même étonné
à l'occasion de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale de Charles Aloncle, qu'il fasse appel au Conseil d'État pour essayer de trouver une définition de ce qu'est l'impartialité et la neutralité, auquel est soumis effectivement le service public, puisque financé par l'argent de tous les Français. Les médias privés ont des obligations, ont une charte qu'ils ont signée avec l'Arcom, et ils ont une obligation d'honnêteté. Donc de vérifier les faits, de pas les déformer, etc. Mais pas d'impartialité. Un média a le droit d'avoir une ligne éditoriale, comme un journal. On ne va pas reprocher à l'humanité... On est super rassurés sur Radio Courtoisie d'avoir le droit d'être de droite. Tout à fait. On ne va pas reprocher à l'humanité de ne pas ouvrir ses colonnes à des personnalités, à des éditorialistes de droite. Et tant mieux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les aides à la presse. Et bon, les médias, c'est pareil. Les médias télé et radio. Donc déjà, il y a ce déséquilibre avec cette notion de pluralisme interne, de demander à ce que chaque média accorde un temps de parole selon des règles de l'Arcom, encore une fois, non édictées, avec qui est personnalité politique ou pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on révèle sur toutsujet.com. C'est un référentiel de 1500 personnes qui n'avait jamais été publié. C'est pas quelque chose qu'on retrouve sur le site. C'est un lanceur d'alerte qui nous l'envoie régulièrement. Donc ça, on l'a et on le met à jour tous les mois et on voit qui rentre, qui sort. Et ça, on est bien d'accord. Ça, c'est un référentiel constitué par l'Arcom. Oui. Qui n'est pas public. Non. En fait, les chaînes, elles peuvent déclarer tout le monde, monsieur et madame, monsieur Dupont, par exemple. Mais si l'Arcom, quand elle reçoit les fichiers des médias, s'il ne fait pas partie du référentiel, de leur référentiel secret, va pas le compter. Mais la chaîne va le déclarer quand même. Mais alors, c'est intéressant parce que... Est-ce que l'Arcom travaille et se positionne uniquement sur les médias, ou est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est une réalité dans le débat public, le débat politique et la liberté d'expression, est-ce que l'Arcom se positionne aussi sur les réseaux sociaux ? Je précise, typiquement, on a aujourd'hui des politiques, notamment à gauche, qui, pour toucher la jeune génération, fait appel à des influenceurs, fait appel à des... personnalités publiques du monde du spectacle, du cinéma, de la chanson, de choses comme ça. Est-ce que ces personnalités-là peuvent être comptabilisées par l'Arcom ou pas du tout, sachant qu'elles tiennent réellement un discours politique et donc qu'elles influent il y a deux questions, une campagne. Il y a deux questions là-dessus. Effectivement, alors, pour répondre sur le périmètre de l'Arcom, aujourd'hui, ce n'est que les chaînes de télévision et de radio. En tant que délégués du DSA sur le territoire français, ils ont un réseau de ce qu'on appelle des trusted flaggers, donc de signaleurs de confiance, qui va dénoncer, on va dire, des contenus sur les réseaux sociaux auprès des plateformes pour soit les invisibiliser, soit les supprimer, etc. Mais n'applique pas le pluralisme sur les réseaux sociaux. Ça, alors, il y a deux initiatives en cours. Il y a un projet de loi d'un député qui s'appelle Paul Midi, député Renaissance, qui considère que, et c'était le débat au moment d'ailleurs de la campagne de Sarah Knafo à Paris, que alors même ils vont caricaturer, ils vont dire Elon Musk favorise les contenus d'extrême droite. Donc Elon Musk a modifié son algorithme pour que les utilisateurs de X reçoivent plus de contenus d'extrême droite. Ce qui est totalement faux. Parce que déjà l'algorithme est open source et moi je l'ai étudié, je l'ai téléchargé, je l'ai étudié. Un algorithme, c'est l'utilisateur qui le travaille. C'est l'utilisateur, si vous avez envie de voir des vidéos de paysages italiens, vous regardez 3 vidéos de paysages italiens et votre compte Instagram vous proposera que ça. Et l'algorithme, en fait, comme un média,
l'objectif d'un algorithme, c'est de vous faire rester. Alors on voit par exemple un TikTok qui est très addictif et qui va nous faire rester. Un X, c'est à peu près pareil. Par exemple, si vous faites un post avec un lien, il va être moins bien mis en avant par l'algorithme qu'un post qui n'a pas de lien, parce qu'il y a moins de risques que vous sortiez de la plateforme. L'algorithme de recommandation, il va vous pousser des contenus qui font réagir, qui créent de la discussion. Et donc, il y a plein d'études quelques études qui démontrent, qui arrivent tous à la même conclusion, que ce qui va favoriser l'engagement va être poussé en avant, et ça va être aussi bien des contenus d'extrême droite que d'extrême gauche. Et effectivement, du coup, le centre se considère que n'est pas assez représenté dans les timelines, dans les contenus qui sont poussés aux internautes. Et donc, c'est cette proposition de loi de Paul Midi qui demande à ce que le politique puisse intervenir sur les algorithmes pour pousser d'autres contenus politiques, pour appliquer le pluralisme là-dessus. Alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est que donc on pousse en forçant en fait quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre un discours de Macron ou un discours d'Édouard Philippe ou n'importe lequel des députés Renaissance ou Horizon, on va leur expliquer qu'au nom du pluralisme, qu'on est obligé d'avaler la mauvaise soupe. Alors déjà, moi je trouve que j'en vois beaucoup sur mon compte. Oui, on en voit trop. On en voit trop. Mais effectivement, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous avez vu 3 tweets de Marine Le Pen, maintenant on va vous en mettre 3 de Macron. Voilà. On va vous forcer à... Non mais ils sont assez ridicules dans cette peur de perdre le contrôle du narratif en fait. Donc le pluralisme. Donc ça c'est une volonté. En tout cas, on peut dire à l'heure actuelle. Leur souhait, ça serait que le pluralisme s'étende partout. On peut poser la question sur les médias libres, qui est notamment qui sont sur YouTube. On peut se poser d'ailleurs la question pourquoi pas sur la presse, pourquoi la presse serait exempte de ça. Donc voilà, donc c'est une volonté en tout cas d'étendre ce pluralisme-là. Et il y a une autre tentative qui va potentiellement accoucher d'un projet de loi à la rentrée, qui est la mission sénatoriale sur les zones grises de l'information. Donc entendons les zones libres, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas soumises à l'Arcom, qu'il va falloir, et c'était très intéressant parce que le sénateur Lafont, qui est président de cette commission, s'étonnait que ces médias libres ne reçoivent pas de subventions. Donc en gros... en fait, si vous avez besoin d'argent, on vous en donne, mais vous serez sous le contrôle de l'Arcom. En fait, c'est comme ça qu'on... Voilà. Et donc, on perd cette liberté, quoi. Alors, merci mille fois, JBG. J'en profite pour rappeler que vous écoutez Radio Courtoisie, que nous n'avons pas de publicité et que nous n'avons pas de subvention. On est totalement libre. Ça a l'air d'en énerver certains. N'hésitez pas, soutenez-nous. soutenir.rc.fr, c'est notre site internet, ou envoyez un chèque à 61 boulevard Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous êtes 1,5 million à nous écouter, tout réseau confondu, 1,5 million d'auditeurs uniques, qu'il s'agisse des directs sur X, des directs sur YouTube, des ondes hertziennes, etc. Faites en sorte d'être un peu plus nombreux que les un peu moins de 20 000 qui nous soutiennent. 1 ou 2 euros pour passer l'été, ce sera absolument parfait. Voilà, soutenir.rc.fr. Et donc nous ne sommes pas du tout dans la zone grise. Nous sommes dans une zone clairement déterminée en dehors de ces subventions. C'est ce qu'on disait même au début de l'entretien. Effectivement, cette liberté d'expression, elle est fragile. Et il faut que chacun ait bien conscience que déjà l'information a un coût. Et qu'elle dépend de ce que chacun est en capacité de financer pour aider à ce qu'elle reste indépendante. Alors, revenons sur ces 1500 noms, donc cette liste secrète dont la CNIL n'a visiblement pas connaissance, et donc qui est constituée. Donc, les chaînes envoient leur information, l'information tombe. Si un militant de gauche qui n'est pas marqué dans la liste s'est exprimé pour critiquer la politique gouvernementale, clamer sa haine des policiers ou au contraire son amour de la Nouvelle-France est arrivé, il n'est pas comptabilisé. Et donc, l'Arcom publie ensuite une statistique de représentativité, de neutralité et d'impartialité. Oui. Déjà, c'est assez arbitraire, puisque alors, la méthode est pas publique.
ils nous disent qu'ils prennent plusieurs critères en ligne de compte. La représentation, donc le nombre d'élus, des sondages, la participation au débat démocratique, enfin, je ne sais pas comment on le mesure ça, mais voilà. Et que du coup ils sont à la fois juges et procureurs pour déterminer si un média respecte son obligation de pluralisme interne. Du coup, avec ces 15 mois de données qu'on a récupérées, retravaillées, comme j'expliquais avec le répertoire national des élus, avec l'analyse aussi, on analyse sur tousfichier.com, on récupère aussi toutes les vidéos qui sont postées sur YouTube par les médias. Donc on a 30 000 vidéos, 36 000 peut-être maintenant aujourd'hui. On récupère le nom des invités, etc., etc. Quand on regarde ça, quand on essaye de comprendre encore une fois leurs règles qui ne sont pas publiées, on arrive effectivement à trouver une formule. C'est comme la formule du Coca-Cola. Hein. Je pense que même d'ailleurs, elle est aussi secrète. En fait, il y a les sondages où la participation au débat démocratique compte très très peu, et on se rend compte qu'en fait, c'est les trois assemblées, c'est l'Assemblée nationale, le nombre de députés, le nombre de sénateurs, le nombre de députés européens, qui donnent le pourcentage pour chaque parti dans les médias. Donc en fait, c'est un faux pluralisme, c'est un pluralisme light, dans le sens où ce que les partis établis n'ont, et on le voit très bien, moi je le vois sur X notamment, quand certains militants d'Asselineau, par exemple, expliquent qu'ils sont invisibilisés dans les médias, quand on voit que, alors sauf si on s'appelle Dominique de Villepin, mais quand on voit par exemple que Reconquête a très peu de temps d'antenne, quand on voit un David Lisnard par exemple ou d'autres, on voit qu'effectivement c'est un système qui continue d'avantager les partis historiques, donc LR, PS. On voit aussi que LFI est très surreprésenté. Une espèce de France zombie institutionnelle, en fait. Oui, des partis qui font partie des meubles, on va dire, dans les médias, qui sont... Après, il y a les médias qui ont des biais, qui ont des bons clients, on va dire, donc ils vont réinviter tout le temps les mêmes. Et donc, on a essayé de regarder, et on est en ce moment sur une étude pour essayer de comprendre la mise en demeure de l'Arcom sur CNews en mars 2025. Donc, c'est assez compliqué parce qu'il faut retrouver l'ensemble des archives, sur une nouvelle règle qu'ils ont édictée, qui est de dire, parce que ce n'est pas dans les fichiers qui donnent, dans les fichiers qui donnent, il n'y a pas de distinction sur l'heure à laquelle on diffuse telle ou telle personnalité. Et donc, ils ont introduit cette notion nouvelle qui est de dire, oui, mais vous passez en gros, c'est une caricature, les discours de Jean-Luc Mélenchon à 2h du matin, quoi, pour les insomniaques de CNews. Déjà, voilà, pour trouver le sommet, je pense qu'il y a mieux. Mais quand on regarde mars 2025 sur CNews, par exemple, sur tout ce fichier, on se voit que le parti qui déséquilibre le pluralisme pour CNews, c'est LFI. Ils sont surreprésentés. Et on voit des médias, en fait, qui ont tellement peur du bâton de l'Arcom, qui vont surreprésenter des partis en général de gauche. Alors après, si on regarde les autres médias, l'audiovisuel public, alors France 5 et autres, vous allez pas être déçus, ça va confirmer tout ce que les téléspectateurs voient. Effectivement, il y a une grosse part qui est attribuée à la gauche, sachant qu'en plus, plusieurs personnalités ne sont pas comptées, comme je l'ai expliqué, à gauche. Donc effectivement, oui, c'est massif. Donc c'est absolument pas de la neutralité, et l'Arcom continue d'entretenir un certain flou sur leur méthode, sur leur référentiel, et on essaye de le comprendre en reprenant, oui, effectivement, sur la data. Mais après, la data, elle ment pas. Hein. Quand on l'analyse, quand je passe mes modèles, en fait, voilà, c'est des temps. Encore une fois, c'est les temps de parole qui sont fournis par l'Arcom. Hein. Voilà. Donc, tousfichier.com, qui est un site internet auquel on peut accéder à ce travail remarquable, ou bien le compte X de JBG, dans lequel vous rendez compte de tousfichier.com, etc. C'est le moment d'accueillir Édouard Chano. Bonjour Édouard Chano. Bonjour Richard. Voilà, vous dirigez le GIM depuis peu, mais ça fait longtemps que vous collaboriez à cet observatoire du journalisme et des médias. Sur la manière dont l'Arcom gère la neutralité et l'impartialité,
vous-même, vos analyses sont sans doute congruentes avec celles de JBG. Je crois que nous partageons un certain scepticisme à l'égard à la fois de l'utilité, peut-être de la légitimité et de l'efficacité de l'ARCOM, en effet. JBG évoquait à l'instant le mois de mars 2025, la censure, enfin en tout cas la mise en demeure de CNews qui s'attachait au mois de mars 2025. Julie Solveig, qui travaille pour le GIM aussi, a publié une étude très intéressante avec un long travail d'analyse de ce même mois de mars 2025 pour savoir si d'autres chaînes auraient été plus exemplaires que CNews, en s'attachant principalement à LCI, et France Info. Et on se rend compte que celles-ci n'ont pas non plus... Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. N'ont pas non plus J'essaie été... de parler discrètement à la régie pendant que vous parlez. Entendu. Donc je disais que LCI et France Info n'ont pas non plus été très... exemplaires. Au terme de 130 heures d'études, de visionnage, etc., le GIM se rend compte que 43% du temps d'antenne des émissions principales de LCI avait trait à l'Ukraine, avec des biais manifestes, les mêmes intervenants qui reviennent en boucle, évidemment avec une vision en faveur du réarmement européen, très sceptique à l'égard des initiatives de Donald Trump pour la paix en Ukraine. Je rappelle qu'en mars 2025, il venait à peine d'être élu et essayait de mettre un terme à ce conflit tragique. Et puis, évidemment, un peu la même chose sur France Info, si ce n'est pire d'ailleurs, puisqu'il y avait encore en effet beaucoup moins de voix discordantes. Donc l'ARCOM a reproché la partialité. Le terme d'ailleurs choisi, c'est le traitement univoque de l'information sur CNews, qui sans doute n'est pas exemplaire, etc. Je pense que nous pourrons nous accorder là-dessus. Mais le fait est que le pluralisme n'est pas non plus appliqué sur LCI et sur France Info. Alors, on parle de CNews, on va en reparler parce que voilà, donc il y a une autre mise en demeure là ces dernières semaines qui a été adressée à CNews, à qui on reproche des choses abominables. En gros, on lui reproche de critiquer le gouvernement. L'ARCOM a osé écrire en toutes lettres. Alors, vous disiez tout à l'heure, JBG, qu'on était le seul pays au monde à être capable de comptabiliser les temps de parole à la seconde près. Oui. Le fait qu'on ait une autorité de régulation des médias qui ose dire à une chaîne privée, parmi les choses qu'on vous reproche, c'est le fait de critiquer le gouvernement, c'est quelque chose aussi d'assez exceptionnel. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Oui, non, bien sûr, je n'invente rien. Les gens croient de temps en temps que je plaisante, pas du tout. Il faut lire la décision qui est relativement courte et qui est proprement hallucinante. Pardon, je vous interromps. Non, mais c'est vraiment écrit noir sur blanc. Effectivement, quand on regarde les autres médias et l'étude qui a été faite est vraiment très bien faite. Quand on commence à regarder le pluralisme, effectivement, déjà le prisme droite-gauche, peut-être qu'il ne veut plus dire grand-chose. Effectivement, sur chaque thématique, on va pouvoir juger si toutes les opinions ont pu s'exprimer. Alors, sur l'Ukraine, je pense que c'est très difficile d'avoir du contradictoire, sans être taxé d'être un agent de l'ingérence étrangère. Mais sur plein de sujets, on voit qu'effectivement, il y a des biais. Donc, il ne faudrait même pas c'est-à-dire qu'ils ont mis le doigt dans un engrenage qui fait que, à regarder au plus près, on va regarder ce que sur chaque phrase, par exemple, il y a un sujet aussi sur TMC quotidien. Quotidien va dire, non, on est à l'équilibre puisque on parle aussi du RN. Oui, mais alors parler du RN pour le décrédibiliser, c'est pas le même temps que de laisser le micro à un député qui RN. vient présenter un programme. Donc à partir du moment, donc il faut même analyser la sémantique. Il faut analyser chaque mot pour savoir si c'est un discours. Donc d'ailleurs au sein de la, il y avait une indiscrétion dans un article, je crois, de Politico où quelqu'un de l'ARCOM avait même dit anonymement que ça allait trop loin. Voilà. Donc je pense que même l'administration se rend compte qu'ils ont, et par l'interprétation qu'ils ont de la loi, et par la jurisprudence et la pression qui est mise. C'est pour ça aussi que sur tousfichés.com, on encourage les gens à faire On a un système qui marche très très bien où on peut signaler en un clic une personnalité ou un programme, parce que en fait, en face, l'ARCOM est sous pression d'associations comme RSF qui vont effectivement la mettre à l'amende et même contester. J'ai vu par exemple il y a une association qui s'appelle Quota Climat. C'est une association qui va poursuivre les personnes dans les médias qui n'adhèrent pas au narratif du réchauffement climatique. Et donc c'est Michel Onfray qui a sur CNews, encore une fois,
émis des doutes sur est-ce que c'est l'homme qui est à l'origine. Bon, débat démocratique. En fait, c'est-à-dire qu'on peut même plus avoir ce débat-là, même le climat. Ne parlons pas de l'Ukraine. Donc, et donc cette association, il y a eu des saisines à l'Arcom faites par cette association. L'Arcom a dit bon bah en fait ces 2 phrases sur X minutes, ça pèse pas grand-chose, donc non, on ne met pas de sanctions. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'ils vont devant le Conseil d'État pour attaquer l'Arcom. D'ailleurs, et c'est assez cocasse, puisque cette association est financée en partie par l'Arcom chaque année. Donc, voilà. Donc, il faut aussi... Ils sont mis dans une position où, effectivement, ils ne font plaisir à personne et ils ont la main lourde. Et on a des chaînes qui sont dans une insécurité juridique permanente avec des... rappelons qu'il y a quand même eu... On est quand même une démocratie, il y a quand même 2 chaînes de télévision qui ont été fermées. 300, 400 emplois. Enfin, voilà où on en est. Fermées et remplacées par des chaînes qui n'ont rigoureusement aucune audience. Voilà. C'est le moment de le rappeler. Édouard Chaneau, cette offensive contre CNews, cette manière dont certaines ONG sont des lanceurs d'alerte stipendiés, c'est aussi une des volontés d'Aurore Berger d'expliquer qu'elle allait choisir un certain nombre d'associations, évidemment toutes marquées à gauche, pour faire en sorte de renforcer la vigilance de l'Arcom. Oui, ce qui rappelle d'ailleurs les mécanismes voulus, mis en place aussi au niveau de Bruxelles avec le DSA, avec des ONG qui sont à la fois jugées parties. Je rebondirai sur les propos de JBG à l'instant en disant que cela ne profite pas évidemment au public, cela profite évidemment à l'État profond culturel qui a aussi ses relais. Il y a par exemple un projet de commission d'enquête par une députée socialiste, écologiste, pardon, j'ai oublié le nom, mais qui veut... vérifier la mise en place à partir de septembre prochain du pluralisme par l'Arcom, tout en ayant déjà plaidé pour la censure claire et nette de CNews. Donc il y a évidemment aussi un parti, c'est le cas de le dire, qui réclame davantage d'action de la part de l'Arcom. Ils ont leurs partisans d'une certaine manière qui leur réclament de faire davantage. Mais je n'ai pas répondu à votre question, Richard de Sèze. C'est en partie, mais voilà, c'était aussi le fait de revenir sur la manière dont l'Arcom travaille avec des associations choisies choisies par le gouvernement. Alors, il s'agissait d'un parti en effet, mais je parle d'Aurore Berger. Hein, donc, vous parliez d'Aurore Berger, donc de l'exécutif, en effet. Oui, c'est d'autant plus inquiétant, comme je le disais, que ce sont à la fois potentiellement donc des partis, d'accord, des associations, mais aussi qui deviendront donc des partis qui sont accessoirement aussi des clients de l'État-providence, de l'État profond médiatique, puisqu'on sait très bien, d'ailleurs nous avons soutenu une étude la semaine dernière là-dessus, que les associations en l'occurrence sont évidemment gavées d'argent public. L'OVP a estimé la semaine passée, l'Observatoire des violences politiques, que la mouvance associative de gauche touchait entre 9 et 10 milliards, fourchette basse, d'argent public par an. C'est le moment de rappeler l'excellente enquête effectivement menée par le GIM, mais aussi celle menée par Radio Courtoisie, Boulevard Voltaire et l'Incorrect sur justement cet argent public qui nourrit un écosystème associatif de gauche et qui est absolument pharaonique, avec en parallèle la manière dont Éric Coquerel et d'autres partis de gauche ou d'autres médias de gauche comme Libération appellent à ce qu'au contraire on assèche toute la manière dont l'État concourrait indirectement au financement des associations de droite à travers la fiscalité des dons. Qui est même en train de se consolider au niveau européen. Donc c'est signaleur de confiance. Aurore Berger a effectivement, je sais plus, c'était en 2024, a fait justement une loi là-dessus. Alors on va retrouver la LICRA, le CRIF, e-enfance, SOS Racisme, etc. Les associations LGBT aussi. Voilà. Elles obtiennent aussi un rôle au niveau européen avec le DSA en surveillant la parole en ligne. D'ailleurs, il y a un débat. D'ailleurs, si on parle d'ONG, j'ai parlé avec des Américains il n'y a pas longtemps. Je voyais qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment on peut dire ONG alors qu'on touche des subventions publiques. Je pense qu'on a perdu aussi un peu... voilà. Mais les éléments de langage ne sont plus les mêmes depuis bientôt 15 ans. Enfin,
tout le discours Ah est devenu non, il n'est plus politique, il est idéologique aujourd'hui. Ah oui, il est idéologique, ils sont financés. Et par ailleurs, ils vont même sanctuariser ces financements, parce qu'il y a en préparation aussi, il y a une taxe qui va être proposée, une taxe sur les réseaux sociaux pour financer ces associations. Donc plus elles dénonceront, plus elles seront rémunérées. On prend Quota Climat, c'est plus de 500 000 euros d'argent public. On prend RSF. Voilà, on parle beaucoup d'ingérence étrangère. C'est de l'ingérence aussi étrangère quand on a Open Society qui finance la société de majoritairement- Georges Soros. Voilà. Donc oui, effectivement, on est face à des. C'est un pouvoir par ce biais-là qui s'impose effectivement sous couvert de lutter contre la haine en ligne, pour le pluralisme, etc. Marie-Charlotte, vous aviez une question. Oui, est-ce que l'ARCOM travaille également sur, avec le service public, tout ce qui est émissions, feuilletons télévisés? Je pense notamment à Plus belle la vie, je pense à, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que Plus belle la vie, je crois, n'existe plus, Un si grand soleil ou quelque chose comme Ouais. ça. Bref, tous ces feuilletons télévisés. On est en train de se rendre compte que vous ne suivez pas les feuilletons Oui, télévisés et là, quotidiens. je me rends compte à quel point ma Marie-Charlotte, c'est culture atroce. est mauvaise. Bref, donc pour les auditeurs, si vous ne voyez pas, ce sont des feuilletons télévisés qui sont en fin de journée. En général, c'est avant le journal du soir, ou alors juste après, je ne sais plus. Avant. C'est avant. Merci Richard. Et donc on suit tout un tas de personnages. C'est dans une petite ville du sud de la France. C'est toujours très sympathique. Les décors sont les paysages et décors sont très beaux. Mais il y a un énorme discours politique derrière. On est sur France 2, on est donc sur le service public. Et si vous suivez un peu ces épisodes, vous vous rendez compte à quel point la vie des personnages est en lien avec le projet de loi en cours. Oui, bien sûr. Alors là, on a l'euthanasie la semaine prochaine. C'est sûr. terrible. On a un personnage auquel on est très attaché, qui vit d'atroces souffrances. Et alors vraiment, on peut pas imposer ça. Ça tombe bien en fait. Est-ce que, donc voilà, je pars un petit peu loin, mais est-ce que l'ARCOM travaille dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui peut entrer dans ce temps de parole? Est-ce que ou pas du tout? Et après donc je vous laisse répondre. Et puis après Édouard Chano, peut-être que Logim aussi s'intéresse à ce genre de programme télévisé. Alors c'est de la télé-novelas. Parfois j'ai l'impression effectivement que je me retrouve dans une dictature sud-américaine. Oui, ils ont. Alors déjà, on devrait tous regarder puisque contrairement à Netflix, c'est un abonnement qui est forcé. Donc, vous l'avez financé, donc vous devriez le regarder. Il y a des. Alors, il y a deux choses. Il faut pas oublier non plus aussi que dans les chaînes de télé, il y a une idéologie woke qui s'est installée depuis plusieurs années et qui fait que ils imposent des cahiers des charges à des producteurs qui, pour l'avoir vu, j'ai pas le document mais pour l'avoir vu, il y a des quotas qui sont donnés sur la représentation de la société française, en tout cas telle qu'ils l'imaginent. On va même jusqu'à dire qu'il faut des personnes de couleur, il faut certaines orientations sexuelles, etc., etc. Donc ça, c'est dans la commande que fait un média à une France Télévisions à des sociétés de production. Sociétés de production qui, eux aussi, quand elles ont des financements, notamment de la part du CNC, mettent en avant ces biais idéologiques qui sont récompensés en commission d'attribution de ces budgets. Et par ailleurs, l'ARCOM, en discute. Il y a des entre les lignes, on va dire, dans les conventions, dans le fait de pas discriminer, va encourager ce type de biais. Effectivement, oui, et parfois c'est tellement flagrant, c'est quasiment, on peut mettre, je sais pas, l'Assemblée nationale sur un poste. Oui, la chaîne parlementaire l'après-midi, et on a le même discours ça se le répond, soir. c'est très drôle, très drôle. Donc oui, c'est comme une télénovelas, d'une dictature sud-américaine. C'est assez rigolo, ouais.
Mais oui, mais c'est avec notre argent. Alors, Édouard Chaneau, vous-même, vous observez aussi tout ce qui n'est pas purement information. J'observe tous les soirs sur ces émissions. Alors, je vous avoue qu'il il est temps qu'on constitue, chers amis, un club des admirateurs de Plus belle la vie. Alors, d'ailleurs, pour rebondir sur les propos de JBG, en effet, quelquefois, il n'est pas nécessaire de forcer avec des cahiers des charges les producteurs, etc., qui font partie de cet écosystème, à la fois aussi culturel, qui évidemment, un peu comme le milieu californien, hollywoodien, qui nourrit Netflix, évidemment, n'a pas besoin d'être forcé pour produire du wokisme, comme on dit aujourd'hui. J'avais d'ailleurs discuté récemment avec un scénariste qui avait du mal à faire passer des scénarios beaucoup plus naturels. Je ne sais pas si je pourrais raconter les anecdotes, mais elles étaient assez amusantes sur le fait qu'on lui avait demandé un scénario pour une publicité, et puis on lui avait demandé d'intégrer une personne de la diversité. Alors il s'était demandé comment faire, est-ce que ça va être le facteur. Alors il s'est dit, bon là, ça va être le facteur, parce que là, évidemment, la famille était trop blanche. Et puis ensuite, quand il a ajouté le facteur, ils ont demandé encore un peu plus. Et puis au bout de la 3e demande, il disait, mais attendez, je dénature complètement mon scénario. Il était pourtant content de son facteur, hein, me disait-il, comme le pirate dans Astérix, ou le pirate dans Astérix, qui évidemment est noir, et bon, qui a été ajouté. Excusez-moi, je n'avais pas le nom, même si je dis beaucoup Astérix en ce moment. Donc évidemment, au bout de la 3e doléance, si ce n'est le terme est d'ailleurs un euphémisme, évidemment le scénariste en question avait lâché l'affaire. C'était une des plus grandes chaînes nationales françaises, clairement. C'est le moment d'accueillir John de Lorraine. Bonjour John de Lorraine, vous faites partie de ces lanceurs d'alerte citoyens que nous évoquions tout à l'heure avec JBG. On va passer à une deuxième partie de l'entretien, c'est-à-dire on a beaucoup parlé de l'ARCOM, je crois qu'on en a abondamment souligné les défauts, les partis pris et les biais idéologiques. On est en ce moment en train d'assister à une offensive à la fois française et européenne contre la liberté d'expression, avec en France toutes les tentatives du gouvernement pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs, enfin à un certain type de mineurs, moins de 15 ans, moins de 16 ans, et au niveau européen avec Chat Control, donc que les auditeurs de Radio Courtoisie me pardonnent cet anglicisme, qui est une manière de mettre en place une surveillance de toutes les conversations, y compris privées, sans que on puisse s'opposer à ce que la structure étatique européenne passe en revue l'intégralité de ce que nous échangeons. Tout d'abord, bonjour et merci de me donner la parole, et la parole que vous donnez également aux intervenants que j'écoutais avec beaucoup d'attention. Parce qu'on se rend bien compte que tout ce sujet-là n'est absolument jamais mis en avant dans les médias. Pour la petite anecdote, par exemple, je sors de chez le coiffeur de ce matin. Je ne sais pas si ça se voit, enfin peu importe. J'essaye de discuter tout à l'heure avec un sourire satisfait. Merci. J'essaye de parler avec, alors évidemment sur les réseaux sociaux, d'avoir énormément d'interactions avec les gens, mais aussi à l'extérieur, que ça soit le boucher, à la caisse, on emmène les enfants à la crèche, etc. On discute avec eux, et il y a absolument personne qui est au courant de ça. Déjà, il y avait par exemple, je fais quand même un gros parallèle, mais sur la loi sur l'euthanasie, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été couvert par les médias comme ça devrait être fait. Et également sur ce sujet-là, et en parlant de Chat Control, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de motion d'accélération pour remettre le texte dans la balance et dans le vote, et ça a été voté hier. Au Parlement européen. Au Parlement européen. Et ce qui s'est passé hier, juste pour vous donner la logique, et pour moi, dans quel sens il y a véritablement un problème, c'est qu'on a une motion de censure qui est votée à 314 pour et 276 contre. On a le vote d'accélération qui était à 331 pour, 304 contre. Et en fait, on se base sur ce vote-là de, 20 voix de différence, etc., qui va s'appliquer à tous les pays, sur les conversations privées de tout le monde. Alors, ils ont essayé de rattraper la chose en disant... on a fait un petit amendement que les messageries cryptées ne seraient pas concernées, mais en gros, c'est les autres personnes peuvent me confirmer ou non, mais en gros, c'est de scanner les messages, et la présomption d'innocence n'est plus existante on parle de ce cas précis pour les Français. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire que n'importe qui peut devenir un délinquant, les données vont pouvoir être scannées justement par les GAFAM qui critiquent, le camp justement qui met en place cette mesure critique les GAFAM et va leur donner le droit en fait de pouvoir récupérer ces données, et eux aussi auraient un droit de regard par la suite sur ce qui se passe dans les conversations privées. Donc là, on est clairement dans l'ingérence totale de l'État, de l'Union européenne, une entité supranationale qui prend décision sur les Français de comment on va regarder leurs conversations personnelles. Et je trouve que c'est dramatique. Et c'est un sujet qu'on a alerté avec énormément de monde depuis... même durant, ça s'est vraiment mis au maximum durant la période Covid, où il y avait justement le pass sanitaire. Et moi, ce que j'aimerais
porter l'attention des gens justement sur ce sujet-là. C'est les mêmes qui faisaient le pass sanitaire, qui mettent en place ces mêmes choses, et il n'y a pas de droit de regard, il n'y a pas de relais dans les médias, et au final, est-ce que vous avez vu un seul débat sur une grosse chaîne de télé où les gens qui sont pour, les gens qui sont contre? On a juste eu Emmanuel Macron qui s'est promené dans toute la France avec des rédactions en disant que c'était très bien, et tout le monde disait amen à ce qu'il disait. On a eu, vous avez parlé tout à l'heure de l'authentification, idem. Où est le grand débat? À chaque fois qu'il y a les vœux de fin d'année, il nous dit qu'il va faire des référendums. Il n'y en a pas eu. On n'a pas voix au chapitre. Voilà. Et moi, pour finir, par exemple, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la parole, c'est mon travail qui a été fait depuis des années et des années sur les réseaux sociaux, de mettre en avant ce que je faisais. Je n'aurais jamais pu le faire en continuant une vie normale. Et je veux dire, pour les Français, c'est la même chose. Je veux dire, vous devez travailler, payer vos impôts, payer votre crédit, mettre ce qu'il faut dans le frigo pour votre famille. Vous ne pouvez pas prendre position publiquement sur des sujets parce qu'on appuie sur un bouton pour des idées d'une partie de l'échiquier politique, on peut vous faire tomber et justement on vous fait perdre votre travail. Et pareil, là, il restait les réseaux sociaux, les gens utilisent l'anonymat, les gens qui alertent utilisent l'anonymat justement pour dénoncer des choses. Demain, ce ne sera plus possible. Que ça soit sur les réseaux sociaux ou même par les conversations privées. Et j'en termine véritablement là-dessus. Demain, imaginez par exemple que vous voulez refaire les gilets jaunes. Alors évidemment, plein de gens disent qu'ils ne veulent plus le faire par rapport à ce qui s'est passé, je l'entends très bien, mais mettez-vous 2 minutes dans cette position où demain, par exemple pour le carburant, les gens veulent refaire quelque chose contre les gilets jaunes. Il y aura accès aux messageries privées, il y a accès directement à l'authentification pour savoir qui sont les personnes derrière les comptes. Et en fait, si vous êtes face à un État autoritaire avec des bouffées délirantes totalitaires, il peut couper net justement toute tentative de manifestation des gens populaires par rapport à une décision. Et c'est là le véritable danger qu'on ne vous dit pas. On instrumentalise les enfants pour arrêter tout ça. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur ils nous promettent le référendum et on ne l'a jamais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se réjouir d'avoir un référendum lorsqu'on voit à quel point le discours politique est verrouillé, voire orienté? Est-ce qu'un référendum, je prends l'exemple de l'euthanasie, demain on nous pose un référendum, la question ne serait pas êtes-vous pour ou contre l'euthanasie, la question serait êtes-vous pour ou contre la souffrance des plus fragiles? Personne n'est pour la souffrance des plus fragiles. Donc dans ce cas, tout le monde est pour l'euthanasie. Aujourd'hui, il y a un tel discours politique qui est orienté, et les médias de la bien-pensance, si je puis dire, y contribuent largement, que même ça nous serait volé en fin de compte. Voulez-vous que vos enfants soient exposés à des contenus pédopornographiques? Exactement. Non, mais c'est aujourd'hui, ce sont de vrais sujets. Ce sont des sophismes, des raccourcis, et vous avez totalement raison là-dessus. Alors les deux sujets sont différents, mais la nature de la propagande pour les mettre en place est la même. C'est la même nature. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, enfin moi ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où vous obligez à avoir un référendum, vous avez l'obligation de faire un débat. Et vous allez avoir forcément des gens qui vont apporter les arguments. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est ça qui les terrorise. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas ces sujets à la télé. Que vous parlez de l'euthanasie, je veux prendre les deux exemples. Je vais vous répondre très rapidement. Sur l'euthanasie, comme vous l'avez dit, les sondages sont orientés, que vous avez quelqu'un qui a l'article de la mort, est-ce que vous voulez abréger ses souffrances? Évidemment que tout le monde va dire oui. Mais est-ce que tout le monde sait comment fonctionne au niveau des soins palliatifs, en termes même d'idéologie, de bien expliquer que le fait de donner la mort, au final, c'est un abandon de la personne et qu'il n'y a pas d'accompagnement, etc. Et on ne permet pas aux gens de le dire, ça, de leur expliquer. Et même au niveau de la loi, il y a énormément de garde-fous qui ne sont pas là. Tous les amendements qui ont été faits par les personnes opposées justement à cette loi n'ont pas été entendus. Et là, je regardais, j'ai posté juste avant de rentrer dans votre émission, que par exemple, même Agnès Buzyn reculait dessus, alors que c'était quelqu'un qui était, je pense, pour cette solution à la base. Donc il y a un véritable problème. Les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est d'expliquer que, évidemment, il faut protéger les enfants, mais à partir du moment où vous appliquez des réductions de liberté sur toute la population finalement, et que les cartes d'identité vont se retrouver dans les mains des grandes entreprises, de l'État, qu'en même temps vous avez les fuites, que il y a des élections présidentielles aussi, qui peu importe qui aura le pouvoir, il aura justement, c'est la boîte de Pandore. Après, vous avez accès à tous les gens qui s'expriment, vous faites quelques amendements et vous regardez un lanceur d'alerte ou quelqu'un qui a un leader d'opinion politique et de l'attaquer directement. Donc à partir du moment où vous avez des gens qui sont capables d'expliquer véritablement ce qui se passe, quels sont les tenants et les aboutissants de telle ou telle loi,
l'idéologie derrière par rapport à la communication qui est faite, là, je pense qu'on a une liberté de conscience et une véritable liberté de choix des Français, de pouvoir dire si une chose est bien ou non. Et encore une fois, moi, je m'interroge sur le fait que les médias ne font absolument pas leur travail de relais et qu'il y a déjà un biais qui est établi et au final, on perd le sens des choses. Et les gens vont s'en rendre compte, comme d'habitude, que quand ce sera trop tard et qu'ils ne pourront plus s'exprimer. Et demain, il y aura des problèmes comme on a déjà eu en France. Vous ne pourrez pas les dénoncer ou mettre quelque chose en place pour avoir un contre-pouvoir finalement. Et Édouard Chano, sur cette question des contre-pouvoirs, du rôle des médias indépendants, etc. Alors justement, pour rebondir sur les propos de John Lorraine, je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit, loin de là. Mais si on prend un peu de recul, je veux dire historique, si on regarde ce qui s'est passé depuis 15 ans, c'est qu'en fait, depuis 15 ans, quand même, il faut quand même constater que le pluralisme a fait des progrès en France. Clairement, cette émission aurait-elle eu lieu en 2005 ou 2010, est-ce que John Lorraine ou JBG auraient pu formuler de cette manière-là ce qu'il disait il y a 15 ans? En fait, depuis 15 ans, peut-être, oui. Bien sûr, mais sur les réseaux sociaux, non. Oui, c'est ça. Aurait-il existé? Non. La réalité, c'est que depuis 15 ans, nous avons bénéficié de 3 leviers majeurs, bien sûr technologiques, ensuite générationnel, et enfin idéologique avec l'essor, Radio Courtoisie est l'aîné des médias alternatifs, mais avec l'essor des médias alternatifs depuis 15 ans. Et ce que nous constatons, quand nous avons la tête dans le guidon, comme nous ici, nous constatons les mauvaises nouvelles au quotidien, quelquefois nous perdons de vue qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que l'État profond médiatique est en train de se battre pour conserver son pouvoir. C'est pas la même chose. C'est que depuis 15 ans, nous avons réussi à imposer une voie alternative. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une brèche dans le mainstream qui a été opérée depuis 15 ans. Et ce sur quoi nous luttons, c'est justement d'empêcher la reprise d'un pouvoir par ceux qui le voient filer entre les doigts. Je précise pour les auditeurs, brèche dans le mainstream, qui est une de vos enquêtes, voilà, que les auditeurs peuvent retrouver sur le site de l'OGIM ou des éditions de la Nouvelle Librairie, parce que je crois que c'est en duo que vous aviez constitué. Alors normalement, on fait de la pub que pour Radio Courtoisie. Oui, vous vouliez réagir. Oui, je voulais réagir parce que bonjour John. Je pense que John fait partie des gens qui nous aident à relever la tête. Et je pense que c'est nécessaire. Chacun dans ses vies, et on le voit quand on est très... je pense pas être représentatif, et je pense que par rapport à mon entourage, je suis très investi, mais que quand on est dans la vie de tous les jours, quand on est un travailleur, on a très peu de temps à consacrer en fait à ces questions-là dans sa vie, entre son travail, ses enfants, ses loisirs, etc. Il y a eu des études qui ont été faites sur une forme de fatigue informationnelle. Les gens se décrochent aussi. Donc c'est dans cette faille qui s'est produite, effectivement, l'opinion a appris à se remettre en question les discours, les narratifs qui étaient dans les médias mainstream. Une partie s'informe désormais et ne fait peut-être plus que ça sur les réseaux sociaux et a abandonné les médias mainstream, le journal Le 20h. Et d'autres se sont pour le coup renfermés. Alors c'est un peu le despotisme doux de Tocqueville, c'est-à-dire que effectivement quand vous parliez des référendums ou des questions qui étaient biaisées, effectivement ils vont lâcher l'affaire, ils vont abandonner leur liberté d'expression pour pour faire confiance à un discours raisonnable qui est pas... Voilà, donc je pense que mais malheureusement l'histoire n'attend pas. Je pense que c'est la responsabilité de chaque génération de se réarmer, de relever la tête, et John fait partie des gens qui donnent cette énergie-là. De garder une capacité d'indignation. Et une capacité d'indignation. Et effectivement, là où je vous rejoins, c'est que oui, ils sont, acculés. Et en tout cas, effectivement, il y a cette possibilité... ce qui fait que du coup, ils sont de plus en plus censeurs, en fait. C'est parce qu'ils pensent, et c'est parce qu'ils savent qu'ils vont perdre
le pouvoir qui vont être dans une espèce de fuite en avant. C'est ce que disait Emmanuel Macron, c'est quand la phrase que vous avez rappelée en introduction. Effectivement, il y a une urgence pour eux. Voilà, il y a une urgence pour eux et qui, à mon sens, va les amener encore plus à la faute. Et qui se méfient, parce que s'ils ferment les réseaux sociaux, si c'est difficile de s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui, d'une certaine manière, canalisent la frustration, canalisent la violence. Donc, les Gilets jaunes, c'était un mouvement qui a pris énormément d'ampleur, qui est né sur les réseaux sociaux, qui a pris énormément d'ampleur dans le réel. Il peut très bien se reproduire, il peut très bien se relancer un jour. Oui. Comme avec les enfants, on se rend bien compte que quand il y a un déficit de capacité à s'exprimer, la violence le fait à la place. Donc je suis complètement d'accord avec JBG, d'autant plus que l'année prochaine en France et en Europe, il y a 4 élections décisives. Il y a un précédent qui est quand même assez inquiétant, qui s'est passé en Hongrie avec l'application du mécanisme d'urgence du DSA. Selon l'Institut polonais Ordo Iuris, il y aurait eu des manipulations algorithmiques qui auraient défavorisé le camp Orban. Évidemment, Viktor Orban était au pouvoir depuis longtemps, il y a une fatigue institutionnelle qui s'était mise en place, le pouvoir Orban avait sans doute largement ses failles, donc peut-être que cela n'a pas été décisif, mais en tout cas cela a été fait. La question qui se pose, c'est est-ce que ce sera aussi appliqué en 2027 chez nous, dans l'Hexagone ? Comme ils l'ont fait en Roumanie. Comme ils l'ont fait en Roumanie, et dont d'ailleurs, je ne sais pas si on peut s'en faciliter, Cocorico, Roumanie, dont la censure a été opérée par une société française qui est cotée au CAC 40 qui s'appelle Téléperformance. Voilà. Effectivement, je rappelais en début d'entretien que la France était à la pointe du progrès, à la fois technologique et aussi idéologique pour ce qui est d'affirmer la censure. John de Lorraine, j'aimerais qu'on revienne avec vous un peu sur ce projet de chat control. Effectivement, il y a eu un amendement déposé par Virginie Joron du groupe Les Patriotes, donc c'est une eurodéputée RN, qui a fait en sorte que certaines des messageries échappent à ce projet de contrôle général de toutes les conversations. Et les filles, avec notamment la voix de Jean-Luc Mélenchon, étaient en train d'expliquer que la droite était en train de voter contre la liberté d'expression. Et c'est le moment de rappeler que tous les alliés et tous les députés de Jean-Luc Mélenchon ont voté le chat control. Donc eux-mêmes, évidemment, en bons socialistes, étaient à fond d'accord pour la censure. Comment va marcher ce chat control ? Si j'envoie un SMS, est-ce que tout le monde peut le lire ? Si j'utilise WhatsApp, est-ce que tout le monde peut le lire ? Si j'envoie un message sur Messenger, donc la messagerie de Facebook, si j'utilise Telegram, si j'utilise Signal, si j'utilise Olvid, enfin, voilà, je m'arrête là, j'ai plus d'autres messageries cryptées sur mon téléphone, donc comment est-ce que ça va marcher ? Pour vous répondre honnêtement sur ça, je parle avec des spécialistes. Il y a des gens qui font déjà des espèces de kits ou d'articles pour expliquer comment contourner justement cette censure qui va s'appliquer. Sur les détails, je ne les ai pas parce que, pareil, des applications se présentent comme étant cryptées et en protégeant les données. Et on verra bien par la suite. Parce que j'aimerais quand même revenir sur ce qui a été dit. Je pense que c'est très important de parler du pluralisme, etc. Mais au final, ça concerne une partie des politiques. Mais on parle des gens, là. On parle des Français. Et quand je regarde les votes qui ont été faits, que ça soit du LFI jusqu'au RN, ils ont voté pour en 2023. C'est ce qui a permis cette poussée par Emmanuel Macron de l'authentification sur les réseaux sociaux. Il faudrait l'appeler le pass numérique, en fait. Ça devrait s'appeler comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez aller sur un réseau social, il faut passer le contrôle et il faut avoir un pass et montrer que vous êtes de bonne foi, vous avez votre carte d'identité et que potentiellement demain, vous aurez des référés. C'est ce qu'a expliqué Emmanuel Macron quand il se déplaçait justement avec les rédactions. C'est ce qu'a expliqué Sébastien Lecornu. Ils veulent mettre en place un comité en parlant des ingérences aussi, etc., pour retirer les mauvaises informations de façon urgente, sachant qu'il y avait déjà des lois qui existent depuis 2018. Donc moi, je ne suis pas d'accord sur ce qui a été dit. Je pense que là, il faut faire du lobbying, il faut pousser, il faut mettre la pression politique, justement spécifiquement sur le Rassemblement national. Et je pense qu'ils n'ont absolument pas compris dans quoi ils s'engageaient. Ou d'ailleurs, en plus, on parle des réseaux sociaux, quand on parle des campagnes présidentielles, municipales et législatives, moi je le vois très bien, ça a été fait, j'ai toutes les preuves, il y a plein d'autres gens avec qui je suis en contact. Les partis politiques reprennent ce que font des bénévoles sur Internet. Donc c'est très facile de servir, mais à un moment donné, quand on demande le minimum syndical, c'est-à-dire de protéger l'anonymat des gens qui mettent
leur carrière en péril justement pour aider le camp national, la droite, pour les libertés, même les gens à gauche. Quand j'étais passé à un moment donné sur CNews, c'est ce que j'expliquais. Moi, je suis dans l'optique de dire, peu importe le camp politique où vous êtes, vous avez le droit de le dire et de défendre vos idées. Si demain, en fait, vous mettez en place ces mécanismes, ça va impacter tout le monde. Et d'autant plus quand on est dans une... Vous avez donné l'exemple de la Hongrie et de la Roumanie. Mais demain, si vous voyez que Sébastien Lecornu va dans le sens qu'il le souhaite, qu'Emmanuel Macron va au bout de son projet, parce que c'est quelque chose qu'il explique depuis le début, on a vu les archives depuis 2017, c'est quelque chose qu'il a depuis vraiment le début de sa présidence qu'il veut mettre en place. Il faut absolument s'y opposer. Et les partis d'opposition, moi, encore une fois, j'ai l'incompréhension totale qui ne s'oppose pas radicalement à ça, parce que ça va impacter tous les business models qui sont indépendants, ça va impacter tous les gens qui mettent leur vie en péril et leur carrière, comme je vous disais, pour pouvoir amener des informations et dénoncer des choses. Demain, on va être dans un état, entre guillemets, policier numérique, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, et finalement, vous ne pourrez plus rien dire. C'est-à-dire que demain, je termine là-dessus, demain, vous êtes dans une entreprise, vous voyez qu'il y a un gros problème. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas aller voir vos RH parce qu'il y a un souci, vous ne pouvez pas aller voir votre directeur, vous voulez aller voir un média, mais s'il ne veut pas relayer votre truc parce qu'il y a des liens indicibles, transparents, etc., qui sont ensemble. Après, vous essayez de contacter, je ne sais pas moi, des associations, idem, vous ne pouvez pas. Il vous reste les réseaux sociaux et à la fin, vous n'avez même plus les réseaux sociaux. Pour moi, le dernier bastion restait les réseaux sociaux. Donc, si vous enlevez ça aux gens, finalement, qu'est-ce qui va rester ? C'est ça toute la problématique. Donc, moi, j'ai pas envie. Je vous en prie, allez-y. Non, je vous en prie, terminez. Moi, je fais tout ça aussi dans le but où je ne veux pas que ça se crispe et que ça finisse mal dans la rue, parce que on va y aller tout droit si ça continue dans ce sens-là. Ou si on empêche les gens de parler, à la fin, ils ne parlent plus avec leur bouche, ils parlent avec leurs mains et leurs poings et avec des fourches. Et ça, c'est la problématique. Et il faut l'éviter à tout prix. Et il faut qu'il y ait de la rationalité qui reste. Encore une fois, je le répète à tous les partis d'opposition qui constatent bien que leurs paroles, les gens, il y a des milliers de gens qui se battent pour leurs idées, justement pour écarter le socialisme, le macronisme, peu importe du bord où qu'ils soient, et qu'on puisse les laisser la permission de pouvoir continuer de le faire, tout simplement. Sinon, c'est trop facile, c'est-à-dire qu'on va avoir juste des gens qui vont être obligés d'être devant la télé, de regarder ce qu'on leur dit, et qui ne pourront absolument rien dire sur tous ces sujets. J'en termine véritablement là-dessus. Par exemple, l'euthanasie, au final, vous n'avez plus aucun mot à dire dessus. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Pas du tout. Pas du tout. Il faut qu'il y ait la capacité d'avoir des gens qui puissent s'exprimer. Et le fait que je puisse aller sur les médias, ou comme vous m'invitez, etc. aussi, c'est parce qu'il y a eu un travail de fond. Sur Twitter, moi, c'est 800 millions d'impressions par an. 800 millions. Vous voyez ? Donc, tous les petits médias alternatifs aussi qui font ça avec des gens qui travaillent, c'est colossal, en fait. C'est colossal. Donc, je comprends bien qu'il y a des problèmes, il y a des risques, ils ont peur des ingérences, des fake news, etc. Mais encore une fois, quand vous voyez dans les campagnes présidentielles, ce n'est plus du débat de fond, c'est de la propagande contre propagande. J'ai parlé négativement du RN, mais pour les défendre sur un point qui a été fait, par exemple, Bardella, il y avait des extraits qui étaient faits coupés où il parlait de TVA ou je ne sais plus, c'était complètement de la désinformation, c'était relayé par des comptes macronistes, même des députés macronistes, il n'y a absolument rien qui a été fait. Donc vous comprenez bien que si des normes sont appliquées, des restrictions sont appliquées, et que vous n'avez pas les mains dessus, et au final c'est les mêmes personnes qui vont rester en place, les mêmes qui ont mis le pass sanitaire, vous êtes sûr que vous n'allez pas pouvoir vous exprimer. J'ai une réaction et aussi un remède à chat control. Ouais. Non, mais effectivement, il faut qu'on clarifie les choses avec les partis, notamment à droite. Quand on voit que François-Xavier Bellamy a voté pour chat control, quand on voit que Jordan Bardella s'est abstenu alors qu'il a voté pour, avec d'ailleurs Valérie Hayer au mois de mars, et qu'on n'en parle pas d'ailleurs, à la limite qu'ils expliquent leur position. Ils ont voté pour en première lecture sur la loi de Laure Miller pour la majorité numérique. Donc, impossible de... je sais même que John a essayé de les interpeller sur X et qu'il y en a même qui ont bloqué, Tanguy, Chenu, etc. Soit il y a une mauvaise culture digitale, soit pourtant ils appartiennent à une jeune génération. Donc, oui, tout de même pour mais certains, une génération qui a grandi avec ça. C'est présenté de façon à ce que, est-ce que vous êtes contre contre ou pour la pédocriminalité. Donc, mais sauf qu'on attend tout de même de nos élus de maîtriser le discours, un peu plus de hauteur. Et donc, voilà. Mais par contre, ce qu'on constate au final dans les votes qu'on analyse, et je l'ai analysé aussi sur mon X,
les votes au Parlement européen, ceux qui votent globalement, la droite vote globalement main dans la main avec les macronistes. Oui. On va avoir Joron, on va avoir Sarah Knafo, on va avoir Marion Maréchal qui votent, pour le coup, qui ont une position assez ferme et qui votent contre ce pass numérique. Mais tous les autres, soit ils comprennent pas, soit ils font semblant de pas comprendre. Et je trouve ça très, très, très frustrant, comme le disait John. Faut pas oublier que défendre des valeurs qui sont pas, j'allais dire à droite, mais c'est même pas à droite, qui sont pas dans le narratif officiel, fait de vous rapidement un complotiste, un énervé. Pour parler du Rassemblement national, ça fait des années qu'ils profitent, que leurs militants peuvent faire campagne grâce à l'anonymat. C'est incompréhensible qu'ils sacrifient l'anonymat sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à je ne sais qui. Et pour Marine Le Pen disait qu'elle était contre la fin de l'anonymat en 2021. Hein. Oui, mais on en a discuté. Mais moi, je peux passer 1 heure avec qui veut pour expliquer qu'il faut. Voilà, et ben, si des députés du Rassemblement national nous écoutent, bien sûr. JBG, John, Edouard et même Marie-Charlotte, on est tous prêts à passer du temps avec vous pour vous expliquer comment ça va marcher. Ils peuvent pas casser le lien qu'ils ont avec des gens qui d'une certaine manière, les écoutent, les aident ou même font en sorte que la liberté d'expression continue d'exister. Oui. Mais ce sont des personnes qui prennent des risques. Oui, c'était très mais professionnellement, je suis d'accord avec le fait qu'il y a une fissure qui faut voir que c'est un petit peu comme le mur de Berlin, c'est-à-dire qu'à force de donner des coups de pioche, on a fait des fissures. Le mur, quand il tombe en 2 secondes. On ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber. Mais ces fissures ont été faites. Voilà. Ces fissures ont été faites et il faut qu'il y en ait, faut qu'il y en ait d'autres. Mais je pense qu'on est quand même dans ce moment où, voilà, est-ce qu'on remet du plâtre? Est-ce qu'on remet une couche de béton? Est-ce qu'on referme tout ça? Ou est-ce qu'on continue de faire en sorte que ça tombe? Et John de Lorraine, il nous reste 10 minutes avec vous. Dans ce chat contrôle qui se met en place, au niveau européen, en même temps d'ailleurs que l'euro numérique a été voté. Donc ça fait des années que tout le monde alerte sur le fait qu'il y a une espèce de filet numérique qui va s'enfermer autour du citoyen. À chaque fois, on nous explique pas du tout, vous êtes un complotiste. Bon, une fois que l'intégralité des verrous numériques seront en place, on nous expliquera, maintenant on a changé d'air. Et il y a malgré tout une espèce de lueur d'espoir, ou peut-être une fausse lueur d'espoir, c'est-à-dire la France a voulu faire passer sa législation sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, et l'Union européenne a expliqué que non, ça allait pas marcher et que c'était pas possible. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ou est-ce qu'au contraire l'Union européenne ne récuse la France que pour mieux installer autre chose? Je pense vraiment que c'est la deuxième partie que vous avez expliquée. Je pense que c'est une fausse bonne nouvelle où le texte ne va pas assez dans le sens de ce que souhaite l'Union européenne, et au final on a encore une fois une entité supranationale qui va décider à notre place sur ce qu'on fait tous les jours. On parle de la liberté d'expression. Je veux dire, il n'y a pas d'autre terme, quoi. Et je comprends absolument pas que personne ne dise rien. Ou des postures, JBG parlait de oui, ils ont voté un amendement ou un truc comme ça. On a très bien compris que c'était des postures. Sur le fond du sujet, il y a un véritable problème. Quand il faut s'opposer véritablement à une directive ou une décision qui est poussée par la Commission européenne unilatéralement, parce que c'est pas demandé. J'ai pas vu de Français faire des manifestations genre censurez-nous, quoi. Hein, ça n'existe pas, ça. C'est un truc de fou quand même. Donc c'est-à-dire que, encore une fois, je pense qu'à part faire du lobbying, bien expliquer les choses et de faire comprendre qu'il y a une campagne présidentielle qui va arriver et que tous les partis qui vont faire ça vont devoir se débrouiller. Et on verra comment ça se passera, et je vois pas comment leur expliquer d'une autre façon. Et s'ils considèrent que simplement avec les médias mainstream, que ça va bien se passer, ça ne se passera pas bien. Tout le monde le sait, tout le monde le dit en off. Tout le monde le sait, peu importe les sondages, etc. Ça va pas bien se passer, on le voit déjà. Et pour revenir sur le début de la question,
On est quand même dans une période où il y a la Coupe du Monde. On a bien remarqué qu'à chaque fois, c'était pendant les étés où les pires lois scélérates étaient votées, et que vous avez là en même temps l'euthanasie, chat control, la majorité numérique, c'était prévu pour être le 15 juillet aussi. Il n'y a pas de limite en fait, parce qu'ils savent c'est vraiment que les du gens sont en pain et des vacances. jeux. Exactement, il y avait il y a le match de la France, c'est génial, etc. Alors oui, il faut soutenir l'équipe de France, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, si on abreuve, on met ça devant le chiffon rouge finalement. Et derrière, il y a même pas j'ai pas vu un bandeau sur les chaînes de télé, quoi. Sérieusement. Alors évidemment, il y a des choses en Iran, etc. Et c'est urgent, et enfin c'est la guerre et compagnie. Mais vous avez même pas un bandeau de ce qui est voté, personne n'en parle. Ou alors vous avez, désolé, je vais être obligé de taper dessus, mais il parlait JBG de François-Xavier Bellamy qui fait un tweet, il se prend une note de communauté. Pareil, ça vient encore des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est des internautes qui expliquent que le responsable politique raconte n'importe quoi. Donc, une note de communauté, demain, donc, sur le réseau X, c'est le fait que vous pouvez commenter un tweet justement en mettant une note explicative qui permet de compléter l'information qui a été donnée. Je me permets d'intervenir pour ceux qui ne sont pas familiers de X. C'est une modération décentralisée. C'est un système qu'on va prôner par rapport à une autorité comme l'Arcom qui va décider ce qu'on peut dire. C'est la vérité, les faits qui sont rétablis par les internautes. Ouais. Ça marche très bien. D'autant plus intéressant que pendant la décennie 2015-2025, la chasse aux fake news a été une véritable industrie qui a engraissé des médias, des associations, pardon, pas des ONG, comme on dit, des associations, etc., et que maintenant, en partie grâce à l'IA, en partie grâce à la participation des internautes, il est possible en réalité de décentraliser donc cette vérification des faits. D'ailleurs, je me rappelle que Julien Pain de France Info avait été absolument désolé au printemps dernier quand Mark Zuckerberg avait admis que la chasse aux fake news avait été beaucoup trop loin sur ses réseaux sociaux, et Julien Pain a commencé à comprendre que là encore, il y avait quelque chose qui lui échappait. Voilà, donc, cette chasse aux infox, elle est tout à fait nécessaire, d'autant plus que le gouvernement lui-même participait au fait de répandre des infox, et que là, maintenant, les notes de la communauté permettent d'expliquer que quand un gouverneur, un ministre dit n'importe quoi, on peut lui opposer, par exemple, le véritable texte de la loi ou la déclaration qu'il a lui-même faite sur le sujet 4 mois ou 2 ans plus tard. Et c'était très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, JBG. Les gens ont l'impression que les réseaux sociaux sont dans l'immédiateté. Et en fait, pas du tout. Ils installent un temps beaucoup plus long. Ils installent une mémoire. Ils installent un réservoir mémoriel et qui d'ailleurs explique que certains comptes sont supprimés parce que justement, on ne veut plus que les gens aient accès facilement à quelque chose qui a été constitué. Oui, c'est ça. Alors déjà, pour rebondir, le parti politique qui achète le plus de bots sur X, c'est Renaissance. Voilà. Et donc les bots, ce sont c'est des comptes automatisés qui vont harceler ou répandre des fausses informations. Des robots. Voilà. Et effectivement, il y a le buzz, il y a l'immédiateté, mais il y a aussi le temps long qui est permis par les réseaux sociaux, qu'on voit pas du tout d'ailleurs sur un média, par exemple. Télé ou même radio, faut pas oublier que c'est de l'écrit principalement, en tout cas sur X, c'est principalement de l'écrit. Et l'écrit permet d'avoir une pensée un peu plus moi j'utilise beaucoup l'écrit d'ailleurs, un peu plus posée, un peu plus complexe, un peu plus à tête froide, on va dire. Et d'ailleurs, vous rédigez toujours vos posts d'une manière très neutre. Voilà, on a l'impression d'une notice technique. Et alors de temps en temps, vous sonnez le tocsin, mais sinon la plupart du temps, vous mettez bien les points sur les i et les barres sur les t. Et c'est très agréable de vous lire parce que on a le sentiment de rentrer dans une argumentation et pas juste, une fois de plus, d'avoir une bouffée de colère. Édouard Chaneau, vous étiez le type positif du plateau aujourd'hui. Non, alors je peux encore rajouter un peu de positivité. En effet, l'écrit, l'écrit et l'audio. Ici, ce qu'écrivent John Deloren et JBG, l'écrit et l'audio sont les seules manières de constituer un esprit critique véritable. Contrairement à la vidéo, qui est en effet beaucoup plus superficielle, mais les neurobiologistes peuvent l'expliquer beaucoup mieux que moi. C'est la seule manière, c'est la lecture ou l'écoute attentive
qui permet en effet d'élaborer véritablement un esprit critique. Voilà. Donc encore un peu de positivité si vous voulez. Et donc, malgré tout, pour revenir sur votre position... Et c'est essentiel donc pour l'émergence évidemment de médias alternatifs, d'une voix dissonante et de garder notre capacité d'indignation qui n'est pas seulement de crier, mais donc d'établir cette capacité voilà, et de donner des arguments à l'indignation. Vous aviez raison de dire, voilà, technologiquement, on a aujourd'hui une capacité à s'exprimer qui n'existait pas avant, et donc les réseaux sociaux nous l'ont ouvert, mais justement, on est en train de fermer ces réseaux sociaux. Idéologiquement, il y a une telle faillite du système en place que les gens maintenant ont tendance à considérer que quand Bruno Le Maire nous explique « je me félicite d'avoir créé une dette de 1000 milliards supplémentaires », ils ont l'impression qu'il s'agit moins de pensées complexes que d'une crétinerie supplémentaire. Mais là aussi, on est en train de dire que ceux qui ne pensent pas comme pense le gouvernement, et c'est l'Arcom qui le dit, voilà, CNews, vous critiquez ouvertement le gouvernement, donc vous risquez d'être fermé. Donc... ça s'ouvre et en même temps ça se ferme. C'est-à-dire, depuis 15 ans, on a bénéficié de quelque chose, mais on sent bien que cette liberté qu'on nous a accordée est devenue effrayante pour tous ceux qui sont véritablement en train de refermer toutes les portes. Bien sûr, on se rend compte qu'il y a cette réaction d'un régime. La réaction en fin de régime, le régime, soit il se durcit, soit il lâche du lest. Là, quelquefois, on a l'impression qu'il nous lâche du lest. Hier, l'Arcom nous dit que les équilibres, les temps de parole ne seront plus décomptés la nuit. Bref, vous m'avez compris. Donc, quelquefois, l'Arcom peut lâcher du lest, mais alors le reste du temps, dans 90% des cas, l'Arcom durcit le ton sur CNews. On ne sait pas qui sera le prochain sur la liste, etc., etc. Donc, c'est évident qu'il y a ce durcissement. Pour revenir au temps long, le JT de TF1, il y a plus de 15 ans, il y a 20 ans, c'était presque 10 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est moitié moins. Mais on sait où ils sont passés, les 5 millions. Ils sont passés ici, ils lisent peut-être JBG ou John DeLorean, etc., etc. Donc voilà, il y a quand même ce transvasement. Évidemment, le mainstream n'est pas mort. Des types comme Hugo Décrypte sur YouTube sont davantage cités par Libération, Le Monde et Le Figaro. Aujourd'hui, par les jeunes, par les moins de 35 ans. Et évidemment, tout ce qu'il fait, c'est reproduire la doxa mainstream. Quand on voit ses sources, c'est systématiquement Le Monde et l'AFP. Donc évidemment que le langage dominant, la pensée unique, n'en a pas fini. Mais en tout cas, voilà, je reviens à ce que je disais, elle a quand même été sacrément fissurée. Alors, ceux qui avaient promis d'être là jusqu'à midi sont restés jusqu'à midi 28. Ceux qui avaient promis d'être là jusqu'à midi et demi peuvent rester aussi. Je voudrais accueillir maintenant Guylain Crépel, excusez-moi, Gridel, voilà, de l'association Hosanna, et qui a lancé ce site admirable, Je prie pour un député. Bonjour Guylain. Oui, bonjour. Alors, voilà, donc nous sommes avec JBG, Jeanne de Lorraine et Édouard Chano de Logim. Pourquoi est-ce que je vous fais intervenir dans cette émission consacrée à la liberté d'expression ? On a un peu parlé de l'euthanasie, on a un peu parlé du débat sur l'euthanasie qui il nous est apparu avoir été un débat un peu confisqué, c'est-à-dire il y a eu une telle parole gouvernementale en faveur de l'euthanasie, il y a eu si peu d'écoute des soignants, la convention citoyenne se termine en fanfare avec le CESE qui invite tous ceux qui ont participé à la Convention citoyenne à fêter le 15 juillet l'adoption de la loi. Donc évidemment, devant le scandale de ce cocktail festif pour célébrer le fait que tout le monde allait se faire seringuer avec du poison, ils ont fini par annuler le cocktail. Et vous avez récemment, avec cette association Hosanna, décidé de lancer un site, Je prie pour un député, et même Je jeûne pour un député dans les derniers jours, qui rééquilibre en quelque sorte la parole publique, qui donne une manière d'agir dans la sphère publique à ceux qui avaient le sentiment en fait qu'ils n'avaient pas été écoutés. Oui, c'est ça, effectivement. On a lancé cette grande chaîne de prière nationale il y a environ 2 à 3 semaines, qui a connu un succès, je dirais, inattendu, une mobilisation très très forte chez tous les priants, et qui permet en fait de porter un député dans sa prière, voilà, tout au long du processus législatif, et du coup éveiller sa conscience, convertir son cœur et le faire réaliser qu'effectivement cette loi mortifère, ça passe en France, tout simplement.
Alors, ça fait vraiment partie de ces nouveaux instruments politiques. Voilà, normalement, avant, il y a 10 ans, on serait descendu dans la rue, on aurait été 1 million, la préfecture de police aurait expliqué qu'on était 200 000, le maire de Paris aurait demandé qu'on ramasse nos déchets et François Hollande aurait expliqué que ça ne sert à rien. Il y a 10 ans, on aurait signé une pétition à plus de 700 000 personnes et ensuite le directeur du CESE de l'époque aurait expliqué que ça ne sert à rien avant que le tribunal administratif n'explique 2 ans après la loi, ah ben si, finalement votre pétition était recevable, c'est vraiment trop bête. Donc là, on voit bien que les moyens démocratiques, de démocratie directe, si vantés par Macron, ont été visiblement inefficaces dans le cas du mariage pour tous. Vous avez choisi cette voie numérique, cette voie cordiale aussi. Comment expliquez-vous le succès ? Est-ce que vous vous attendiez à ce que Je prie pour un député ait un tel retentissement ? Et on parlera ensuite du retentissement médiatique qu'il a pu avoir. Alors effectivement, nous, on a été surpris par l'engouement et la mobilisation spirituelle qu'il y a autour de cette grande chaîne de prière. Alors, on s'y attendait à la fois oui et non. Oui, parce qu'en fait, Hosanna, c'est une plateforme qui accueille tous les mois 5 millions de visiteurs. En fait, donc on est une grosse plateforme de prière, donc on est habitué à gérer des gros volumes de priants et des grosses chaînes de prière. Après, ce qui est très spécifique dans le cas actuel, c'est qu'en quelques jours, je dirais que la mobilisation s'est faite autour d'un sujet spécifique qui est cette loi appelée Aide à mourir. Donc nous, on a été surpris qu'il y ait autant de priants. Il y a plus de 70 000 priants qui se mobilisent tous les jours et qui prient leur chapelet pour changer le cœur des députés. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça a été surprenant. Voilà, c'est sûr. JBG, est-ce que vous pensez que voilà, une initiative comme Je prie pour un député, c'est aussi comme tousfichés.com, c'est l'émergence dans le monde numérique d'une vraie parole citoyenne par rapport à un défaut médiatique et politique de prise en compte de l'ensemble des voix? Oui, alors c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense que notre rôle, c'est d'essayer de redonner la parole aux citoyens. D'ailleurs, ça devrait être le rôle de tout politique de favoriser l'émancipation, hein, pas la dépendance, mais l'émancipation. Et je pense que, en tout cas, c'est comme ça que moi, sur Tous Fichés, je l'ai vu. C'est vraiment de donner une boîte à outils citoyenne pour que on simplifie une procédure qui va être compliquée pour l'administration, qu'on puisse interpeller un député facilement. Donc oui, avec quand même, je trouve qu'une limite quand même à avoir bien en tête, c'est que il est important de pouvoir faire entendre sa cause, et les réseaux sociaux et le digital est un moyen fabuleux pour mobiliser. Ensuite, concrètement, sur les résultats, sur notamment par exemple, on peut faire une très bonne campagne politique sur X et ne pas être élu. En fait, voilà, donc il faut arriver à trouver les moyens, les vecteurs qui vont concrétiser cette mobilisation en action et en résultat. Et ça, c'est une vraie question. Donc, je pense qu'il y a un mix entre ça et le monde physique, mais la mobilisation, elle part et elle s'amplifie avant tout, effectivement, et par les réseaux sociaux et par ces initiatives-là qui sont très importantes et qui permettent en tout cas de créer des communautés, des groupements d'intérêt, des gens qu'on n'aurait jamais croisés dans la vie réelle si on est je sais pas, dans telle ou telle région. Donc et même avec X, avec la traduction automatique, aussi dans le monde entier. Voilà. Mais ensuite, sur les moyens de pression et de pouvoir et de relais, oui, par exemple, Tous Fichés, je pense qu'à la rentrée, les 3500 saisines qu'on a envoyées à l'Arcom, hein, dont on a un accusé de réception, je vais les imprimer, puis on va aller devant les grilles de l'Arcom les déposer. Voilà, donc si toutes les caméras seront bienvenues, mais je pense qu'on va... il faut qu'on arrive... Alors peut-être, il y a peut-être un esprit, peut-être sur des sujets qui s'y prêtent, mais un peu potache ou un peu qui vont être un peu plus... dédramatiser les choses, mais je pense que l'action aussi, elle doit être aussi sur ce terrain-là, et devant l'Assemblée nationale, devant l'Arcom, devant une autorité. Je pense qu'il faut pas s'en priver. Voilà. Mais il y a un moyen. J'avais fait
je peux le revendiquer maintenant, en 2009, j'avais fait un des premiers flash mobs en France contre Jean Sarkozy qui avait été nommé par son père à la tête de l'EHPAD. Ça s'appelait Banana République. J'avais monté un site, c'était 2009, l'iPhone c'est 2007, les réseaux sociaux c'est 2005. J'avais mis une carte, j'avais posé des bananes, et donc il y avait plein de gens et j'avais invité des journalistes, il y avait l'AFP, etc. Et ça avait conduit à ce qu'ils renoncent à... Voilà. Donc je pense que plus on fait du bruit, voilà, c'est pour ça qu'ils veulent couper les réseaux sociaux, plus on se montre, plus il y a une part de prise de risque et je pense qu'effectivement c'est pour ça qu'on a besoin de relais, on a besoin de gens qui prennent ce risque-là, qui portent une parole, mais il faut donner le moyen. Voilà. Et juste pour Banana République, ce que j'avais trouvé qui avait été sympa, c'était de dire, pour protester pour le fait que en fait, vous n'avez pas d'emploi, et là, il y a un jeune de 24 ans qui est le fils d'eux, qui arrive par son père de forme de népotisme total. Pour protester, en fait, vous achetez une banane, vous collez un drapeau français dessus, et vous prenez en photo en faisant semblant d'appeler l'Élysée pour proposer votre CV, quoi. En gros, voilà. Avec la banane. Avec la banane, okay. Voilà. Il y a des photos encore, on peut retrouver un petit peu, si on cherche un petit peu sur Internet. On avait fait place de la Défense, là, devant le CNIT. On avait fait place de la République, évidemment. Et j'avais mis une banane sur l'Élysée. Et il y a un gars qui s'est pointé à ce point de rendez-vous avec une banane dans la main. Il s'est fait... il y a 3 CRS qui lui ont sauté dessus en lui demandant ce qu'il faisait dans la rue avec une banane à la main. Voilà. Et remarquable, la République sait se défendre. Guylain Gridel, pour le moment, c'est une mobilisation réussie, effectivement, vous le disiez, 70 000 priants chaque jour. C'est une mobilisation intime, personnelle. Et avez-vous le projet, d'ici le 15 juillet, à défaut de planter des bananes un peu partout, de proposer aux gens de rééditer les veilleurs, c'est-à-dire aussi de prier pour un député, debout, silencieusement, autour de l'Assemblée nationale, par exemple? Alors, effectivement, je rejoins ce qui est dit, c'est que cette loi, plus on en parle, moins on l'aime. Donc la caisse de résonance à travers les réseaux sociaux est hyper importante, je pense. Donc c'est pour ça que nous, au-delà du site prix.undéputé.fr, on a largement mobilisé tous nos réseaux pour pouvoir activer un maximum de communication autour de l'opération. Et on se rend compte qu'à chaque nouveau vote, le nombre d'abstentions baisse et le nombre de votes contre la loi augmente. Donc ça, c'est un très bon point qui est souligné, auquel j'abonde. Et après, nous, pour densifier notre action de prière, on propose aujourd'hui, vendredi et mercredi 15 juillet, jour du vote, on propose un jeûne à tous les priants, comme le font souvent les évêques de France et d'ailleurs. On appelle le jeûne pour pouvoir contribuer aussi à une forme de pénitence et une prière pour faire en sorte que nos prières puissent aboutir. Nous, notre monde, Hosanna, c'est pas le monde physique au sens où vous entendez-vous. Nous, on se cantonne à notre mission qui est de rassembler l'Église dans la prière par Internet. Là-dessus, on est assez fort et on est assez mobilisé. Donc, on n'appelle pas forcément, nous, aller dans la rue autour de l'hémicycle. En revanche, nous, ce qui est intéressant, c'est que notre chaîne de prière a été entendue jusque dans l'Assemblée, puisque cette semaine, la semaine dernière, les députés ont été largement informés du sujet. Ça a été discuté dans la buvette, ça a été discuté même à l'Assemblée. Il y a eu des prises de parole de députés dans l'Assemblée sur la chaîne de prière. Donc, c'est un signe visible que finalement ça interpelle cette mobilisation spirituelle et que ça a effectivement provoqué des débats intenses. Alors je pense pas que la prière, nous on le voit comme un moyen de pression. Pour nous la prière c'est simplement un acte de charité. Et en fait le but c'est aucunement forcément de faire pression, c'est plutôt de porter dans la prière les députés, leurs familles, aussi de porter leur entourage pour convertir les cœurs. Donc nous on le voit comme un moyen supplémentaire en fait de discernement, on va dire, et d'orientation des débats pour que ce soit plus juste et plus éclairé. Voilà. John de Lorraine, vous aviez entendu parler de Je prie pour un député? Écoutez, vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai, ma femme, juste avant encore aussi, je me connecte, me parlait de l'application et de proposer de faire le jeûne aujourd'hui pour ça. Donc c'est... Vous avez préféré aller vous faire couper les cheveux, voilà. Mais voilà, non, mais elle m'en a parlé il y a juste avant, vers midi et quart. Et moi aussi, je voudrais insister là-dessus. Ce qui a été dit par Ghislain, c'est que il y a aucun moyen de pression qui est souhaité. C'est d'apaiser les cœurs et de faire comprendre aux gens qu'ils vont pas dans le bon sens sur cette loi-là, et qu'ils reprennent leurs esprits et qu'ils se rendent compte que
Il faut la jeter à la poubelle, c'est tout simplement. Et d'autant plus, pour revenir faire le lien avec les réseaux sociaux, dans cette loi, dans les discussions qui étaient en mai, il me semble, ils expliquaient qu'il y avait une sanction pour les gens qui iraient à l'encontre de la demande d'une personne de réclamer l'euthanasie. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, se lance dans le processus et que vous venez pour essayer de lui faire changer d'avis. Voilà, de lui faire changer d'avis, il y avait une amende qui était extrêmement forte en fait. Alors je sais plus où ça en est, de toute façon le texte va être encore refait. Si, ça existe toujours d'actualité. Voilà, c'est toujours ça pareil, on n'entend plus parler, donc c'est pour ça que je l'amène de cette façon, je pense qu'il faut en rediscuter aussi. Et si vous couplez ça avec les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, par exemple, moi je vais toujours dire que je suis contre l'euthanasie et je vais me taper des amendes parce que je vais mettre un tweet en disant où quelqu'un a envie de se suicider ou va vouloir justement... avoir accès à l'euthanasie. Si vous vous interposez face à quelqu'un qui veut sauter sur le métro ou sauter d'un pont, oui, c'est un délit d'entrave en fait. Alors que vous, de prime abord, vous apportez votre aide et puis c'est comment le terme juridique quand on... Entrave ? Non, quand on veut sauver une personne... assistance, voilà, assistance à personne en danger. Voilà. Donc en fait, ça n'existera plus. Ce sera un délit d'entrave permanent. Et encore une fois, pour insister, excusez-moi, mais vraiment pour insister là-dessus, il n'y a absolument aucune pression. C'est juste de faire valoir ce qu'on porte, nos idées, etc., dans un but d'apaisement et se battre pour la vie finalement. Donc, ils peuvent se battre pour l'euthanasie, le droit à mourir, mais des gens ne peuvent pas se battre pour la vie. Ça, c'est incompréhensible pour moi. Par rapport à ce que vous disiez, je pense qu'il y aura forcément un délit d'opinion sur cette question-là, sur les réseaux sociaux, avec une association qui sera signaleur de confiance et qui interdira. Exactement. Bien sûr, c'est comme le climat, c'est comme Quota Climat, etc. Enfin, il y a un marché à prendre. Voilà, si une association veut se monter, on peut parler de marché, de la censure. Et Édouard Chaneau, quand il y a une initiative comme Je prie pour un député qui se lance, en tant qu'observateur des médias, est-ce que vous considérez que c'est un nouveau média en tant que tel ? Est-ce que vous considérez que c'est une initiative ? En fait, on voit bien maintenant que la définition du journal, du journalisme, du journaliste est devenue floue. Je me suis posé la question hier, figurez-vous, pour messieurs JBG et John Dollarine, puisque je les ai cités dans un article sur la majorité numérique, et je me suis dit, mais comment je vais les qualifier ? J'ai tout simplement, alors corrigez-moi si vous voulez un autre épithète, mais je vous ai qualifié de lanceur d'alerte, parce que je trouve ça plutôt positif, encore une fois, et que ça exprime une réalité profonde. Donc pourquoi pas l'appliquer, enfin à Hosanna, non, j'aurais du mal à qualifier ça de lanceur d'alerte, mais en tout cas... En même temps, c'est un réseau social catholique, c'est une plateforme, c'est 5 millions de personnes, donc c'est pas un lanceur d'alerte, mais voilà, c'est un média comme un autre en fait. Ils ont droit à la parole, tout simplement. Et puis je pense que ça met certains sujets en lumière, avec Je prie pour un député, je pense que au-delà du petit tirage au sort quand vous lancez l'application et que vous recevez le nom du député pour qui vous devez prier. Ah, on peut même pas choisir son député non, je crois pas. En tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y avait. Je suis en train de révéler que visiblement, je n'ai pas téléchargé l'application. Ni prier. Alors, prier, oui, mais pas avec l'appli. Guilain. On peut peut-être choisir. On peut au choix piocher un député au hasard avec une roulette. Voilà, c'est ça. La roulette vous assigne un député au hasard. Ou si vous avez un député, votre député pour lequel vous voulez prier, vous le choisissez. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que moi, pendant mon député pour lequel je prie depuis 3 semaines, donc Sabine, elle s'était abstenue et le dernier vote, elle a voté contre. Donc il y a quand même pas mal de... Voilà. Pour les groupes qui prient pour les députés qui changent d'avis, on voit que la prière porte ses fruits et ça, c'est intéressant. Mais je pense que justement, vous pouvez être considéré comme lanceur d'alerte puisque avec ce tirage au sort du député pour lequel vous priez, vous interpellez aussi les gens sur le fond du sujet. Et les gens vont commencer vont depuis quelque temps sur le fond du sujet et sur les vraies thématiques et ne se contentent pas de ce qu'ils lisent uniquement dans les médias. Je voudrais justement revenir sur la manière dont, à l'Assemblée nationale, votre initiative a été soit saluée, soit au contraire critiquée. C'est-à-dire, on avait l'impression d'un débat très confisqué, plus de 2000 amendements, 35 seulement adoptés, tous les amendements de bon sens rejetés. Yael Braun-Pivet qui se félicite à l'issue du truc d'un débat respectueux, etc. Alors que bon, voilà, une navette parlementaire interminable, une pression du président de la République
symbolique pour faire en sorte d'accélérer le calendrier. Donc Yaël Braun-Pivet a été fidèle à elle-même. Et là, donc certains députés étaient surpris, curieux. On redonnait du coup aux opposants à la loi une certaine existence médiatique et politique. D'autres députés étaient franchement furieux en expliquant que, en gros, qu'on n'avait pas le droit de prier pour eux. Et comment expliquer ce rejet en fait d'une parole citoyenne, parce que chaque prière qui est faite, c'est en fait un citoyen qui s'exprime et qui interpelle le représentant du peuple. Oui, alors effectivement. Donc déjà, la réaction des députés était globalement bonne. Néanmoins, certains, effectivement, se sont exprimés une forme de mécontentement. Nous, ce qu'on pense, c'est que chaque vote compte à l'Assemblée, mais chaque prière compte dans le ciel, globalement, et que ça aide finalement à éveiller les consciences. On a interrogé pas mal de députés à la sortie de l'Assemblée, alors de tous bords politiques, puisqu'en fait, cette chaîne de prière, elle est apartisane, mais elle n'est pas apolitique, au sens où, effectivement, on participe à un débat politique par cette mobilisation spirituelle, mais néanmoins apartisane, ce qui fait qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des députés de tous bords qui ont, certains chrétiens, d'autres non, qui ont finalement plutôt été bien reçus cette chaîne de prière. Pour ceux qui ont été interpellés, effectivement, on leur a répondu que nous, on voyait la prière comme un acte de charité, un acte bienveillant pour les porter eux et leurs familles dans leur travail du quotidien. Nous, globalement, on est assez admiratifs du travail que font nos députés français, avec 577, et on trouve qu'ils sont admiratifs et qu'ils remplissent un devoir politique qui est admirable. Néanmoins, le peuple aussi a droit de s'exprimer, et c'est ça qu'on fait en proposant cette chaîne de prière spirituelle. Voilà. Et donc, le peuple s'exprime, donc c'est répétons, donc c'est je prie pour un député, et oui, alors effectivement, donc nous, moi je parle plutôt du peuple de Dieu, voilà, dans notre cas, effectivement, qui peut s'exprimer. Il va sur prix.député.fr, il choisit son député, il télécharge l'application Rosario, dans laquelle il retrouve tous les priants qui prient leur chapelle vivante tous les jours pour les députés. Et le but, c'est qu'effectivement, ces députés puissent discerner beaucoup mieux leur rôle au sein de ce vote. Voilà. Jeanne de Lorraine, donc votre femme vous a proposé d'y aller. Et est-ce que vous considérez que dans votre rôle de lanceur d'alerte, on va adopter la classification Édouard Chano, voilà, estampillé 2026. Est-ce que dans votre rôle de lanceur d'alerte, il y a non seulement votre travail d'information, la manière dont vous alertez en permanence sur toutes les entraves à la liberté d'expression qui existent, mais aussi le fait de relayer toutes les initiatives qui sont justement des initiatives citoyennes de prise de parole, d'intervention, où il s'agit de court-circuiter tous ces intermédiaires qui en fait ne sont plus du tout là pour relayer, mais au contraire pour empêcher la parole de circuler entre le pouvoir et le peuple. Il y a plusieurs parties, c'est ce qui était dit aussi tout à l'heure, alors j'ai pas compris pourquoi on disait que les vidéos c'était pas forcément bénéfique. Je trouve que c'est très important et je les mets parce qu'en fait de capturer un extrait vidéo permet de le garder en bibliothèque. On sait d'ailleurs que sur Google et Internet, il y a de plus en plus de sites qui disparaissent, que là sur ma page, en 2 clics, je retrouve exactement telle personne a dit quoi à tel moment. Il y a aussi l'aspect sur des sujets de faire du métapolitique, c'est-à-dire les gens parlent souvent de la fenêtre d'Overton, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que sur des sujets, vous ouvrez la porte ou la fenêtre sur plusieurs problématiques. L'euthanasie, c'est quelque chose, je parle depuis le début aussi, où je dis personnellement que je suis contre, je n'attaque pas les gens qui sont pour, je veux dire chacun a sa liberté de conscience, et voilà, mais je suis dans mon droit, comme d'autres personnes, de donner mon avis. Donc le but, c'est de montrer aussi que ça, c'est possible. Le fait d'être lanceur d'alerte, faire du métapolitique, de l'opinion, etc., peu importe, mais le but aussi, c'est de montrer aux gens qu'il y a une capacité à partir d'un moment où vous parlez d'un sujet, vous savez de quoi vous parlez, vous avez de l'influence, il faut le faire en fait. Il faut le faire, on ne peut pas se reposer simplement sur les responsables politiques. Il y a tout un aspect très important des Français sur plusieurs questions à faire, et alors évidemment, il y a de moins en moins de monde dans les rues, et moi, c'est quelque chose que je développe en disant que les institutions sont tenues par les macronistes et la rue est tenue par l'extrême gauche. Donc, c'est très compliqué de s'exprimer aujourd'hui. Il reste encore les réseaux sociaux. Mais il faut le faire, il faut s'impliquer. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. Et les gens s'impliquent. Ils m'envoient des choses, ils m'envoient des informations, où on discute simplement, parce qu'il y a des gens qui me racontent aussi leur vie tous les jours. Donc, il y a tout cet aspect-là. Ghislain, pardon, parce que je disais Ghislain, mais Ghislain, au niveau de parler de charité, etc., le but aussi, c'est d'être meilleur tous les jours,
pas forcément que du politique, etc., mais avec les gens. Et je trouve que ça, c'est important et ça peut se faire aussi par les réseaux sociaux. C'est pas simplement une posture. Moi, je suis vraiment dans cet esprit-là. C'est pas simplement une posture. C'est pas quelque chose avec lequel je vis. Je le fais purement par esprit de mise en avant des idées, de mettre des choses sur la place publique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont animés en France de le faire. Et c'est pour ça qu'on se bat au quotidien pour protéger ça, parce que si vous l'enlevez, les autres façons de s'exprimer ne seront, à mon sens, pas bonnes. Donc voilà. JBG, vous aussi, en fait, il y a d'une part l'information que vous donnez, mais il y a par ailleurs ce lien que vous créez. Cette interdiction des réseaux sociaux, cette réduction, c'est aussi en fait condamner un peu plus les gens à l'isolement. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on peut... on le voit sur les... Par exemple, quand on est... Moi, je suis papa de deux adolescents, voilà, qui sont sur les réseaux sociaux. Quand effectivement, j'ai du contrôle parental, je pense avoir un dialogue avec eux qui fait que normalement, ils viendraient me solliciter s'ils devaient rencontrer des choses qui les dérangeraient. Mais quand je vois leurs usages, effectivement, ils sont beaucoup connectés avec leurs amis, les amis qu'ils voient tous les jours d'ailleurs. Mais ils ont des groupes WhatsApp, ils regardent des choses sur YouTube, vous avez cité Hugo Décrypte, des choses comme ça, etc. Donc ils sont, d'une certaine manière, cette loi qui va exclure les mineurs va brider leur liberté d'expression. Donc on va les remettre dans une bulle. Voilà. Et d'ailleurs, même, ce qui est paradoxal pour le clan progressiste, par rapport à certaines minorités, par exemple, un jeune homosexuel qui vit dans un petit village au centre de la France, il n'a pas forcément dans son environnement immédiat des gens qui vont l'écouter, qui vont l'aider, et il va trouver au travers des réseaux sociaux des groupes qui vont voilà. Donc on ne peut pas et pour le coup qu'importe la censure, la volonté du politique de maîtriser ça, on n'empêche pas une rivière d'aller à la mer. Elle trouvera de toute façon un chemin. Et alors ça peut se disperser, ça peut se recréer ailleurs. Facebook, on s'en fiche, on peut en recréer un. La technologie, elle est facile à acquérir. Donc, on aura toujours un moyen de recréer ces espaces de discussion. On ne l'empêchera pas. C'est une innovation majeure. Ça a changé le monde et on ne reviendra pas assis devant notre canapé avec Claire Chazal ou son clone. Peut-être qu'ils arriveront même à nous la cloner à un moment. Moi, quand j'étais petit, c'était mon grand-père. On était 26 petits-enfants. On était tous devant la télé à la campagne pendant le JT de PPDA ou de Claire Chazal. Personne devait parler, il prenait des notes, ensuite il faisait d'autres trucs en politique, mais c'est fini ce temps-là, c'est fini, et tant mieux. D'ailleurs, ce que l'on voit d'ailleurs sur la façon dont le politique se justifie sur ces sujets-là, les réseaux sociaux, et d'ailleurs des études le montrent parce que soi-disant ce qui justifie la majorité numérique, c'est que ça créerait des addictions, des troubles, les deepfakes, les machins, etc. En fait, ce qui est les réseaux sociaux, c'est rien de moins que le monde réel dans ses joies comme dans ses peines, dans toute relation sociale. Il y a des bonheurs, il y a des malheurs, en fait. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Sauf que ça amplifie, il y a une amplification qui fait que effectivement, il y a plus de contrôle. En tout cas, le politique ne peut plus, en passant à 20h, arriver à mobiliser une opinion ou à faire croire que tel ou tel sujet est géré. Et donc, ils sont, et on le voit sur tous ces sujets, comme vous l'avez rappelé, sur
sur cette fameuse loi. D'ailleurs, même, c'est ce qu'on disait, le vocabulaire, même un média devrait interroger les mots aide à mourir, par exemple. Déjà, en fait, c'est là où la gauche gagne à chaque fois. C'est que dès qu'on pense avec ces mots, on a déjà perdu une première bataille. La protection de l'enfance sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il y a plein de sujets comme ça. Donc il faut toujours, l'esprit critique. Et je pense qu'on est, il y a plus de bon sens dans le citoyen lambda qu'on peut croiser, comme disait John, chez son coiffeur ou chez son boucher, qu'un technocrate qui n'a jamais rien vu d'autre dans sa vie, qui a jamais créé une entreprise, qui a jamais vraiment croisé les gens. Donc oui, les députés sont en première ligne. Ils nous doivent aussi en tant que représentants, sinon ils peuvent très bien rendre leur mandat, mais d'être à l'écoute de toutes les opinions et de ne pas se renfermer et se durcir comme ce qui a été dit. Ouais. C'est pour ça que l'élection de 2027 sera le tournant majeur, en fait. Absolument. Et il nous reste 3 minutes. En 1 minute, Guylain Gridel, voilà, pris pour ton député.fr, et ensuite, donc, le site existe. Succès incroyable. C'est sans doute pas la seule loi pourrie qu'on va voter dans les mois et les années qui viennent. Vous n'allez pas supprimer le site une fois passé le 15 juillet ? Non, effectivement, après le 15 juillet, on va réfléchir à la suite, qu'on voit l'engouement qu'on proposera. Effectivement, on voit que le spirituel vient enrichir le politique, globalement. Donc, effectivement, il y aura une suite, c'est sûr. Voilà, on communiquera dessus très largement après le vote du 15 juillet. Merci beaucoup Guylain. Et Édouard Chano, là aussi, donc 2027, comme l'a rappelé Marie-Charlotte Dubourg-Blanc, c'est maintenant la course est ouverte, 150 chevaux piaffent sur la ligne de départ, la droite va réussir à se vautrer lamentablement pendant que la gauche réussira à s'unir. Comment est-ce que le GIM va accompagner cette campagne présidentielle ? Alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez évoqué JBG, a évoqué les politiques, vous évoquez tous les politiques. John de Lorraine évoque à demi-mot une critique plutôt polie du Rassemblement national. C'est sûr qu'il y a une réalité vis-à-vis des médias alternatifs, c'est que la droite n'a pas tout à fait encore saisi le phénomène alternatif en tant que tel. Prenez par exemple la gauche de la gauche, ou Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, a déjà critique ouvertement le parti des médias, je cite, même s'il va évidemment annoncer sa candidature au JT de TF1, mais aussi il organise des conférences de presse pour les médias indépendants. On parle plus à la gauche de médias indépendants qu'alternatifs, et parmi eux, évidemment, des influenceurs ou des lanceurs d'alerte qui qui suivent la mouvance insoumise. Il y a quand même cette réalité-là. Jean-Luc Mélenchon est sans doute très avant-gardiste là-dessus. Avant lui, il y a eu Donald Trump. Si vous prenez les 10 plus grands podcasteurs américains sur Spotify, sur les 10, de mémoire, Trump a répondu à 7 sur 10 d'entre eux, et avec des scores absolument pharaoniques. Certains atteignaient 70 millions d'écoutes, etc., etc. Donc il y a ce phénomène alternatif qui va très vite. JBG disait en effet qu'on peut jouer longtemps au chat et à la souris, que la technologie va souvent beaucoup plus vite que le pouvoir politique, que le pouvoir décisionnel. Il y a cette réalité-là. Il serait temps, en effet, que la droite se mette à saisir pleinement l'ampleur du phénomène et les opportunités qui s'ouvrent à elle. Merci Édouard Chano, merci beaucoup JBG d'avoir été avec nous, merci Guylain Gridel, pardon, mais merci John de Lorraine. Voilà, une dernière fois, soutenir.rc.fr, voilà, si vous avez envie que votre média alternatif préféré, ou presque, fasse partie de l'ensemble qui va être formé par la droite pour pouvoir s'adresser directement aux Français sans passer par le JT de TF1, ni même celui de CNews, n'hésitez pas, soutenez-nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce soir du 14 juillet, et demain c'est Arthur de Vatrigan qui animera ce Restons Courtois. Merci et à très vite. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire,
au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre. Il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.